Bienvenue à cette nouvelle conférence partage en ligne organisée par le Centre de documentation de Forum Réfugiés. Je me présente, je suis Sonia Nechadi, chargée d'information et de documentation au sein du service formation documentation. Forum Réfugiés, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, est une association qui œuvre pour la défense du droit d'asile, l'accueil des réfugiés et la promotion de l'état de droit. Notre service propose chaque année 4 conférences sur ce même format, gratuit, accessible, en ligne et ouvert à tous. Ces rendez-vous ont pour vocation d'apporter un éclairage sur les thématiques liées à la demande d'asile, aux migrations et au contexte des pays d'origine. Alors, comme indiqué dans l'invitation de cette conférence, donc celle d'aujourd'hui est enregistrée et sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Forum Réfugiés, où vous pourrez y retrouver aussi un certain nombre de conférences précédentes. Alors, je vais voir. Oui, vous connectez tous. Voilà, petit à petit. Alors, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler de la Somalie. Ce pays traverse depuis plusieurs années une crise complexe marquée par des conflits armés, une instabilité politique et la présence de divers groupes armés, dont Al-Shabaab. Ces dynamiques font de la Somalie une zone sensible et complexe sur les plans géopolitiques, sécuritaires et social. L'objectif de cette conférence est donc d'apporter des clés de compréhension sur la situation politique et sécuritaire actuelle, sur les conditions de vie de la population somalienne, ainsi que sur la situation des droits humains, afin de mieux comprendre les raisons d'exil de certains Somaliens. Pour en parler, c'est Andrea Laquet qui est notre invitée aujourd'hui, qui est Andrea Laquet est géopolitologue, analyste et enseignante. Donc, elle nous présentera son analyse pendant environ 1 heure. Ensuite, c'est Tahar Kalfoun qui est chargé d'études à la mission Asile, le service juridique de Forum Réfugiés, qui viendra compléter cet exposé en abordant la question de l'instruction des demandes d'asile des ressortissants somaliens en France. Voilà, nous passerons ensuite à un temps d'échange avec vous où vous pourrez poser vos questions en utilisant le bouton QR qui est en bas dans le menu sur Zoom, qui est le bouton questions-réponses. Enfin, on vous mettra dans le chat des documents ressources, notamment une bibliographie en lien avec la thématique d'aujourd'hui et le programme de formation de notre service formation documentation. Tous ces documents, vous pouvez bien sûr les télécharger, les conserver, les partager. Voilà, nous terminerons environ cette conférence vers 14 heures. Je vais donc laisser la parole à Andrea Laquet. Si vous pouvez activer votre son, Andrea. Voilà, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie de m'avoir laissé la chance aussi de pouvoir participer à cette conférence. Alors, j'essaie juste du coup de repartager l'écran. Mes excuses, c'est parce que comme il y a eu plus de... Voilà, comme il y a plus d'onglets maintenant que vous êtes tous là, je me permets. Alors, est-ce que vous voyez à présent mon écran? Est-ce que c'est tout bon? Je me Voilà, permets de on le le voit. présenter. Eh bien oui, effectivement, je suis analyste notamment Afrique subsaharienne et religion. J'enseigne dans plusieurs écoles, notamment Sciences Po Lyon, et j'ai à cœur d'aborder les enjeux, notamment de la Corne de l'Afrique et de la Somalie. Et c'est un plaisir de pouvoir aborder ça avec Forum Réfugiés et vous toutes et tous qui êtes ici. J'ai décidé d'aborder cette conférence sous 4 points, bien sûr subdivisés en plusieurs catégories. En tant qu'enseignante en relations internationales et géopolitique, on est toujours dans un contexte. Le contexte, comme la Première, la Seconde Guerre mondiale, on a ce besoin de comprendre les éléments déclencheurs, mais aussi le pourquoi du comment on en arrive là. C'est pour cela que je me suis amusée également à faire un petit récapitulatif, parfois un peu trop long, comme diraient mes étudiants en histoire, mais également comprendre la géographie et l'économie de la Somalie. En deuxième point, ce qui sera important, c'est d'apprendre et d'appréhender la démographie et les groupes ethniques. Il faut comprendre quelles sont les différentes répartitions des populations. C'est un cours que je donne aussi en démographie pour comprendre comment on vit en Somalie, jusqu'à quel âge pour l'âge médian, est-ce qu'il y a une population plutôt active,
plutôt jeune? Est-ce que l'on a atteint la fenêtre démographique, etc. Le troisième point se veut beaucoup plus géopolitisé et plus porteur des leviers stratégiques que l'on trouve en Somalie, notamment avec les enjeux géopolitico-sécuritaires entre le séparatisme et le terrorisme. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce genre de conférence, c'est de vous apporter des éléments théoriques. On constate souvent que dans les conférences, on a parfois à tort de penser que tout le monde connaît tous les termes. En réalité, notamment dans le domaine militaire, les mots ont leur importance, notamment le domaine sécuritaire, de sûreté, etc. C'est ce que nous verrons ensemble. Et le quatrième point, droit et liberté en Somalie. Tous ces points, et notamment le dernier, nous feront comprendre petit à petit le pourquoi du comment on observe une démographie peut-être différente d'année en année, mais surtout une migration qui se veut parfois impactante pour la région de la Corne de l'Afrique, parfois un petit peu plus modeste en direction du Maghreb, mais surtout de l'Europe. Bien, sans plus attendre, le contexte du pays. Alors, tout de suite, beaucoup d'informations, mais il y a une citation que j'apprécie particulièrement avec Alain Guinscon. Alain nous dit que la Corne de l'Afrique est le théâtre de conflits, et ces conflits ont commencé avant même la fin de l'époque coloniale. La géopolitique, c'est une matière qui a été très mal vue de par l'école allemande. Pour autant, on a toujours fait de la géopolitique. Le monde, la scène internationale, est divisée en plusieurs acteurs. Et il y a une théorie qui existe, c'est la théorie réaliste. Et la théorie réaliste nous dit que seuls les États sont des acteurs de la scène internationale. Et c'est ce pourquoi il y a toujours eu des conflits. En d'autres termes, les États, qui sont les seuls acteurs dans ce qu'on appelle la realpolitik, ces États recherchent toujours l'équilibre des puissances, les intérêts nationaux dont ils sont porteurs, et ils sont dans ce qu'on appelle une anarchie qu'ils ont consenti à avoir. Ils ne veulent donc pas d'ordre supranational. C'est pourquoi Alain Gascon nous dit que la Corne de l'Afrique, eh bien, c'est comme toute région du monde, on est sur un théâtre de conflits. Des conflits internes, c'est de l'ordre de la sécurité et de la sûreté, mais également au niveau régional. Et quand je parle de région, bien sûr, en géopolitique, on ne parle pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on parle de vraiment un amas d'États qui vont avoir des divergences, certes, mais parfois aussi civilisationnellement des coïncidences, des nations avec des langues différentes, mais peut-être un fonctionnement juridique, administratif ou géopolitique semblable. C'est pour ça que j'aborde cette citation dans la Corne de l'Afrique, pour vous montrer que finalement, eh bien, la Corne de l'Afrique ne fait pas exception en géopolitique. Parlons à présent des origines ethniques. Euh, L'histoire de la Somalie, tout comme sa géographie, tout comme son ethnie, sa linguistique, eh bien, tout ça, ils sont riches. Ces éléments sont riches, et notamment au niveau de l'histoire. Donc, cette zone, elle est particulière au niveau du continent. Vous le voyez, on le verra au niveau géographique. On est sur une superficie, on le verra, d'environ 2 millions de kilomètres carrés. Certains le considèrent presque comme le deuxième État le plus grand de la Corne de l'Afrique. Mais encore une fois, il y aura plein de subtilités. Au niveau des origines, ce que je remarque particulièrement dans la Somalie, c'est ces fameux sultanats somaliens qui ont existé. On est sur plusieurs sultanats qui vont apporter une certaine rigueur juridique, une certaine rigueur géostratégique de guerre, une recherche, qu'on pourrait dire, d'espace vital, et en tout cas une possibilité pour les populations et les nations qui vivent dans ces expansions, une possibilité pour ces populations de s'épanouir dans un territoire toujours plus grand. Et du coup, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a cette fameuse expansion égyptienne au troisième millénaire. Toutes ces civilisations viennent se confronter, s'étendre ou se réduire. Les origines ethniques ne vont pas juste se confronter, elles vont également commercer. Il va y avoir, je ne dirais pas une première mondialisation, mais tout du moins, on a des routes, on a des réseaux, des canaux de communication, notamment avec l'Arabie, l'Empire des Indes, en tout cas, oui, voilà, qui arrivera avec la couronne britannique. On le voit, et on le voit aussi aujourd'hui avec le collier de perles. Hein. Depuis les Indes, depuis la Chine, on remonte jusqu'à la Corne de l'Afrique. Ces origines ethniques vont former ce qu'on a en relation internationale, ce qu'on a appelé le métissage. On est sur un mélange entre peuples sémitiques, couchitiques, et c'est notamment les Somalis qui vont arriver. Comment parler des relations internationales de la Somalie?
sans aborder l'introduction de l'islam. On est sur un islam à plus de 90% en Somalie actuellement, et notamment chaféite. Vous avez 4 critères, 4 familles chez les sunnites et les chiites. Vous avez les sunnites avec les malikites, vous avez l'anafisme, le hanbalisme, et vous avez également le chaféisme, qui est entre la doctrine des hadiths et la doctrine de la pensée, on va dire. Vous avez également un petit peu un pourcentage, petit pourcentage de soufis. Soufis, ça va être beaucoup plus sur la réflexion de l'islam, beaucoup plus pieuse comme population, etc. Vous avez aussi quelques chrétiens et puis quelques minorités. On le rappelle, dans l'histoire de l'Afrique, on a énormément d'animisme. Mais en tout cas, vous le savez, l'introduction de l'islam se fait tardivement, 7e siècle, 630, 660, et on a dans le Somaliland actuel que nous verrons plus tard, l'établissement notamment du port de Saïla, des constructions d'infrastructures de la première mosquée du pays. On est vraiment sur un partage ou parfois une imposition de diverses cultures et religions. Et tout ça va mener aux comptoirs commerciaux arabo-musulmans et perses. On le connaît, hein, le commerce subsaharien, le commerce du Sahel, arabo-musulman, eh bien, il va jusqu'à la Corne de l'Afrique. Et la Somalie va être, alors, un peu moins, si je puis dire, impactée, un peu moins touchée par ce commerce, mais la Somalie va l'être en ces temps-là. Et on a le siège du sultanat dès le 9e siècle. Alors, j'en ai mis 3 ici, mais il y en a beaucoup plus parce qu'on est aussi, on le verra voilà, sur l'époque moderne également. Donc, on a des grands sultanats médiévaux. Alors, les sultanats somaliens, c'était des États. Le premier État-nation, on peut considérer que c'est l'Égypte antique. Eh bien là, on considère que ce sont presque des États, ou en tout cas des royaumes musulmans, qui ont existé principalement du Moyen Âge jusqu'au 19e siècle, entrecoupés, on verra, hein, enfin, avec les premières colonisations italiennes, britanniques, et puis viendra les indépendances. Et bien les indépendances, on le verra avec Somaliland. Ces sultanats médiévaux reposent notamment sur un pouvoir dynastique local, composé. Alors, il y a des controverses parce que les sources sont quand même très, très complexes à avoir, mais composé notamment de familles venues de la péninsule arabique, on le voit avec l'émergence de l'islam, euh, des familles aussi somalistes et parfois des familles somalisées qui vont s'intégrer à la société de la Somalie, mais qui vont quand même apporter leurs dogmes et leurs coutumes. Donc, il y a des peuples, qu'on a vu, sémitiques, des peuples koutchitiques, on l'a vu, au niveau des langues, de la culture, etc. J'ai abordé le sultanat de Mogadiscio, qui est la capitale de la Somalie actuelle. Pardon. Donc, on est sur un 8e, 15e siècle. On est sur une ville-État, tout de même, qui est prospère grâce au commerce et à la puissance de la Corne de l'Afrique entre le 12e notamment et le 14e siècle. Donc, on va dire que ce sultanat, il est vraiment puissant sur sa fin. Donc, d'habitude, c'est l'inverse. Donc, je pense à l'Empire romain, etc. On est sur une puissance, comme je vous l'ai dit, grâce au commerce. Il n'est pas rare en ces temps-là que les acteurs importants soient les acteurs du marché de l'or. Et là, le sultanat fabriquait notamment sa propre monnaie. Première dynastie va se lier avec d'autres sultanats qui vont se lier en même temps, puisque, on le verra plus tard, la Somalie, c'est surtout clanique. On ne va pas tous les voir, mais on a notamment le sultanat d'Ajuran, qui est une puissance, cette fois-ci, militaire et à domination hydraulique. On a vu juste avant une puissance commerciale. Là, on est sur de la résistance. On est sur une puissance géostratégique, notamment. Avec notamment une administration qui va être centralisée, des dynamiques de conversion à l'islam, etc. Il y en a d'autres que je ne nommerai pas, les Wasangali, par exemple, fin 13e, début 19e pour la fin. Le sultanat d'Ifat que j'ai mis, 13e, 15e, 16e siècle, euh, qui globalement ici voilà, va être surtout sur un contrôle de territoire assez large, hein, une partie du nord de l'actuelle Somalie, l'est de l'Éthiopie, Djibouti, d'accord? Mais chaque sultanat a sa propre caractéristique. Vient l'époque moderne et puis du coup coloniale, ce niveau-là. La Somalie, elle va être italienne, britannique, elle va redevenir italienne
Et il va y avoir des côtes françaises aussi, colonies françaises, je pense notamment à Djibouti. L'Italie colonise une partie de la Somalie. À ce moment-là, elle est appelée Somalie italienne. On a bien ce terme Somalie. Elle va être intégrée après, globalement, hein, je pense notamment dans l'entre-deux-guerres et début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1941, à ce qu'on appelle l'Afrique orientale italienne. Ça ne saurait, la Somalie, ça ne saurait être la seule colonie italienne à ce moment-là. Et ça ne va pas avoir un statut à part à ce moment-là. Elle va vraiment être rattachée à toute l'organisation, si je puis dire, de l'Empire italien. 41-49, on est sur une seconde guerre mondiale, puis un début de la guerre froide hein, jusqu'en 49. On va être sur une occupation britannique, faire partie de la couronne britannique au même titre pardon, que l'Empire des Indes. Mais ça se disloque. Hein. En 1947, fin de la couronne britannique en Inde, on sent qu'on est sur une fin. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, voilà. La Somalie va être administrée de nouveau, un nouveau mandat italien, on est bien sur un mandat, qui est des Nations Unies même, de 1950 à 1960 notamment. Ce qui est assez complexe, c'est que justement, cette troisième colonisation provient des Nations Unies, même créée en 1945. On a eu cette problématique avec le conflit israélo-palestinien actuel. Ces mandats de l'ONU vont mettre à mal ces organisations tout en les cadrant administrativement. Il va donc y avoir de nouveaux défis. Les peuples, certes, je vous l'ai dit, ne sont pas pris en compte dans le réalisme. Pour autant, fin de Seconde Guerre mondiale, va émerger notamment, en plus du réalisme, le libéralisme contre le communisme. Le libéralisme, ce n'est pas juste une théorie que l'on voit contre le communisme avec le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Au contraire, on est vraiment sur une théorie des relations internationales qui ici va se baser, au-delà des États, sur de nouveaux acteurs. De là va naître notamment le multilatéralisme, un peu plus désintéressé, plus normatif, structuré, hiérarchisé avec l'ONU, plus tard avec l'OTAN, l'OMC, l'OMS, mais en tout cas, le peuple va compter. C'est parce que ce peuple compte qu'on a de nouveaux défis, puisqu'il faut cadrer ce peuple qui, lui, se rebelle. Il faut y voir ici un élan d'indépendance. On a une fusion, Somalie, Somaliland, alors je ne sais pas si vous voyez, pardon, avec mon écran, moi je ne voyais pas, République de Somalie. Cette fusion, eh bien, c'est la même problématique pendant tous les empires, hein, britanniques, italiens, français. C'est la même problématique que l'on voit dans toute l'Afrique. On sépare des peuples, on fusionne des peuples qui n'ont rien en commun, ou des peuples qui ont en commun mais qu'on va séparer avec des traits, avec des cartes. Et on va leur dire ici, bah voilà, on va fusionner la Somalie italienne, Somaliland, qui n'est toujours pas reconnue, et une république. À ce moment-là, le peuple demande à pouvoir émerger, à pouvoir se faire entendre. Dû à sa position géostratégique, stratégique tout court, hein, au niveau pardon, géographique, revenons un petit peu en arrière si vous le voulez bien, on constate qu'il y a quand même une grande surface. Et il y a énormément de peuples. On le voit, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. On est sur Somaliland ici, le Punt, donc Puntland, Kalmoudouk, Ishrabel, le sud-ouest, en tout cas, la Somalie, ici, est réunie. Elle est réunie et ces peuples ont le loisir d'être proches du golfe d'Éden, dans l'océan Indien, et aussi voisins directs de l'Éthiopie. Cette corne de l'Afrique, superficie d'environ, je vous avais dit, 2 millions de kilomètres carrés, voit la Somalie débarquer sur la scène internationale. Avec la capitale, Mogadiscio, on est sur une position géographique privilégiée. Comme on le voit, l'Éthiopie est enclavée. Djibouti est ici, l'Éthiopie est ici, et la Somalie a un accès plein à la mer, enfin à l'océan, au golfe d'Éden, etc. Bon, bien sûr, de ce côté, non, mais il y a bien sûr, hein, du côté éthiopien, d'autres enjeux, notamment l'agriculture, etc. Je vous ai mis également aussi la géographie de Somalie, Somaliland. On est sur 450, 500, 1000 km² de différence. La Somalie, du coup, ne prend pas en compte cette partie ici. On est sur toute cette partie-là face à cette partie ici. Alors, à savoir, je vous ai expliqué que
on est sur une grande zone hydraulique, on est sur une grande zone de pêche possible. Forcément, ça va attirer les curiosités, notamment des grandes puissances. On le verra peut-être avec la Chine, etc. On l'a vu avec le collier de perles. Néanmoins, ce ne sont pas les seules ressources de la Somalie. La Somalie va avoir également des minéraux, on le voit, hein, comme on le voit au Sahel. Comme le golfe de Guinée, elle va avoir toutes ces zones de pêche, comme on l'a dit, ce qui va attirer piraterie et enjeux des grandes puissances. Mais il y a également de l'agriculture. On le voit notamment au sud-ouest. C'est vers Mogadiscio, hein, d'ailleurs, hein, qu'on a la plus grande concentration d'agriculture. Et au niveau des ressources, on est sur du plus modeste. Sauf que qu'est-ce que vous constatez? Certes, ici, nous avons une grande partie de la pêche, hein, mais là où ça se condense le plus, ça va vraiment être du côté Somaliland. Et c'est là qu'est l'enjeu avec l'Éthiopie. L'Éthiopie était en froid pendant longtemps avec la Somalie et ne peut peut-être plus avoir accès à ce point d'eau du côté somalien. Que fera l'Éthiopie? On le verra dans les enjeux. Se dirigera vers un nouvel acteur. Non pas étatique, mais un acteur non reconnu mais présent, Somaliland. Donc, j'ai mis aussi la capitale de Somaliland, Hargeisa, d'accord, pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Hop, on est ici. D'accord, c'est là où il y a des points d'eau, etc., pertinents. Voilà. Donc, les seuls endroits pour faire de l'agriculture, globalement, ça va être autour des rivières et des cours d'eau. Ça va nous être utile notamment pour tout ce qui va être changement climatique, notamment pollution des sols, aridité, etc. La Somalie, certes, elle a des zones de pêche, mais ça ne fait pas tout. Si elle veut de l'agriculture, elle se doit de garder ces fameuses rivières et ces points d'eau. Et c'est pour ça qu'ici, on le verra, c'est là où il y a les plus gros enjeux. Abordons la croissance. On ne peut pas aborder un pays, quand on le présente, sans aborder sa croissance. Je vous ai mis la croissance en 2024, 4%. Alors, ça ne vous parle strictement pas du tout. Donc, je vous ai mis du coup ce graphique. On le voit. On est vraiment en dents de scie, hein, de 61 à 2024, hein, lors de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà, fin de la guerre froide, nouvel ordre mondial, hein, entre, on va dire, 94-95, c'est là qu'on est vraiment sur une récession, d'accord? On est sur une fin de croissance. Là, actuellement, la Somalie, on voit ici, hein, je ne sais pas si vous voyez chaque fois l'étiquette, mais on reprend un petit peu de croissance petit à petit. 4% avec ce qu'elle a traversé, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Elle n'a rien envie à d'autres États qui ont, je pense notamment à la Libye, qui était à moins 12%, par exemple. Abordons tout de même un point crucial, la précarité. Certes, on est sur une baisse du taux de pourcentage en une seule année. 69%, les points de pourcentage arrivent à 54, on perd 15 points de, taux de, pourcentage, de points de pourcentage entre 2021 et 2022, par exemple. C'est qu'il y a eu un travail. Et il y a eu un travail parce qu'on est sur une question un petit peu de réformisme en Somalie. Le réformisme, c'est de vouloir instaurer des réformes qui vont être sur le long terme. Et c'est ça qui fait la différence. Néanmoins, il y a encore quelque chose qui chiffonne la Somalie, c'est ce taux de chômage. On essaye de rester en dessous de 10%, impossible. En Somalie, on est à 21%. Celui des jeunes est encore plus accru, 30% en 2022. Et vous commencez à comprendre où je veux en venir par rapport à la migration. Cette migration, on la connaît, elle est économique. Je vous ai remis l'agriculture. L'agriculture est fortement impactée au niveau changement climatique. On fait un parallèle avec le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée a de moins en moins de ressources halieutiques, notamment de par la Chine aussi qui va surexploiter, mais aussi par rapport à la baisse de la taille des poissons. On estime que les poissons vont perdre entre 20 et 30% de leur taille. S'il fallait avant un poisson pour nourrir un homme, il en faudra bientôt deux ou trois pour les nourrir dans les prochaines années. Ce qui va donc accentuer l'exploitation de la pêche, mais aussi accentuer les tentatives d'accroissement de l'agriculture. Mais comme on a le changement climatique, qu'on a des sols arides de plus en plus, très complexe pour Mogadiscio, de pouvoir soutenir tout ça. Donc, je vous l'ai dit, chômage élevé et précarité, réformisme avec une tentative de la Somalie d'améliorer sa gestion économique, en réduisant notamment sa dette publique, comme chaque État ferait. Agriculture et ressources halieutiques et pêche. Donc, l'économie, elle manque de diversification tout de même. Elle repose sur l'agriculture, sur l'élevage,
Et elle repose aussi un petit peu sur sa diaspora qui est quand même tout de même timide. Dès lors, pour sa vulnérabilité économique, climatique, frappée par des sécheresses extrêmes et de facto des inondations qu'on va avoir comme on a avec le Pakistan et l'Inde, la Somalie dépend énormément de l'aide internationale. On ne peut pas aborder un État si on n'aborde pas un deuxième point, la démographie et les groupes ethniques. Alors j'ai un petit peu amorcé en parlant de la jeunesse qui a 30% de taux de chômage, mais abordons un petit peu le pays. On est sur plusieurs clans, on l'a vu, on le verra sur la slide après, j'aurais peut-être pu inverser. Tout du moins, on est sur plusieurs cultures, plusieurs langues, le somali, l'arabe. Alors, pas l'arabe littéraire, on est vraiment sur des dialectes, notamment amenés par le commerce arabo-musulman et l'islam sunnite qu'on a vu tout à l'heure, reconnu dans la Constitution, avec une large majorité de chaféites et avec quelques soufis. On est sur 98,6%. Néanmoins, on est sur quelques centaines de chrétiens. On le sait, hein, on a notamment pas loin en Égypte, on a les Coptes, les chrétiens d'Égypte. Donc voilà, on a une présence certes minoritaire, certes très discrète, mais de chrétiens. Au niveau de la démographie, on a une grande jeunesse. Et parce qu'on a une grande jeunesse et de plus en plus de population active et un plus grand confort qu'il y a quelques décennies ou même quelques années, on a un taux de fertilité qui va fortement baisser. Je mets fortement parce que finalement, on voit une courbe quand même qui se casse. Et bien, qui se casse quand? Qui se casse globalement un petit peu après, on l'a vu, je me permets, cette fameuse crise économique. C'est à ce moment-là qu'il y a une montée et puis il y a une rupture. On commence à tomber. Et là, on est à peu près, si je puis dire, à 6,20 enfants par femme au lieu de 7,25 qu'on a pu voir en 1960 et presque 7,75 si ce n'est 8, hein, parfois, au milieu des années 95-2000. Je vous ai mis l'aménagement linguistique, notamment de la Somalie, avec les ethnies, les populations, les pourcentages mis à jour en 2024 et les religions principales. Donc, comme vous le voyez, au niveau christianisme, on a, alors c'est à chaque fois 0, de l'ordre de 0,2%, d'accord? On est sur les Amharas éthiopiens, puisque les Somalis ne proviennent pas forcément de Somalie, hein, enfin, ils ne sont pas, voilà, ils proviennent aussi d'Éthiopie, etc. On a également au niveau christianisme, très, très peu, on est sur de l'ordre du 6500 qui proviennent d'Italie, avec notamment l'empire colonial italien. Et on a des religions ethniques, 8100, les Madianes. D'accord? Abordons à présent, on a vu la culture, il faut aborder l'appartenance. Cette appartenance, c'est un drapeau à 5 branches qui représente les 5 régions historiques de la Somalie. Je vous ai mis l'ex-Somaliland britannique, en tout cas Somaliland actuel. Somalie italienne, côte française et Somalie, on l'a vu Djibouti tout à l'heure, l'Ogaden et le Oud. On est sur une très grande fierté, d'accord, identitaire, mais qui va se faire par des clans. Et les clans, j'attire votre attention, les clans en Somalie, il y en a de deux sortes. Il y a les clans ethniques et il y a les clans, ce qu'on appelle les clans souverains, si vous préférez, de l'ordre de 4,5. 6 clans en Somalie, les Dir, Isaac, Aouye, Narod, Digil et les Ranway. Je vous ai mis quand même les minorités, les pourcentages. Vous voyez la répartition. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à ces groupes ethniques, on les retrouve un petit peu de partout. Et ici, eh bien, il y en a des moins importants. On est sur des minorités dans le nord de la Somalie, tandis que Somaliland, on les remarque bien. Les Hawiya, par exemple, et une grande partie d'Ishaq. Pour tout ce qui va être Mogadiscio, on est sur les Hawiya. Pardon, je vous ai dit une bêtise. On est sur les Dir, pardon, au niveau Somaliland. Mais pour Mogadiscio, on est sur les Hawiya et on est également pareil sur une partie de l'Éthiopie de l'Ouest et le nord du Kenya. D'accord. On a les Rawen qui sont beaucoup vers Bayodoa, etc. Donc, je vous zoome un petit peu là-dessus. On est vraiment parfois sur de la confrontation. Autant ici, on n'a personne, autant là, on voit 1, 2, 3, 4 clans, 5 ici, qui vont venir soit coopérer, soit s'affronter. Il y a une dernière ethnie qui n'a pas été traitée avant 1991 et qu'on verra notamment en quatrième
Point. Ce sont les Bantous. Les Bantous, ils se seraient apparemment beaucoup déplacés. On est sur une estimation, alors rien qu'en 2002, ils étaient 12 000, c'est assez modeste. Et ils sont issus des systèmes d'esclavage de l'Afrique de l'Est. C'est une population qui est, on le verra, énormément victime de discrimination et surtout de violence par les Somaliens dû à leur provenance. Donc on n'est pas sur une discrimination seulement systémique, on est sur des violences et parfois même des tortures et des obligations à l'exil de la part des peuples mêmes. Voilà. Que dire sur la démographie? Nombre d'habitants actuels hein, entre 2023 et 2025, on n'a pas encore fini 2025 et le quatrième trimestre pour pouvoir compter, 18 millions, et forcément la plus grande ville, la ville la plus peuplée, la capitale, Mogadiscio, plus de 2 millions d'habitants. C'est globalement ce qu'on a à Paris, on est sur 2,2, 2,5 à Paris, donc on est sur la même dynamique démographique de la capitale. Indice en fécondité, on l'a vu tout à l'heure, 6,2 pour l'instant, avec cette chute qu'il y a eu notamment pendant la crise. Taux de natalité, 43%, qui est assez fort, taux de mortalité, 11%. Et on est sur une espérance de vie qui est assez modeste, 56 ans en moyenne. Pour vous faire un comparatif, actuellement avec la guerre, eh bien, la Russie a le même taux d'espérance de vie pour les hommes, à peu près, que la Somalie. Que là, la Somalie, c'est hommes et femmes réunis, les femmes vivant souvent plus longtemps que les hommes, ça c'est pour tous les pays, mais en tout cas, au niveau des hommes, on est à peu près tout ça. La migration, on le verra, elle se fait d'une manière intra. Souvent, on a même en France, on a une migration qui est locale, mais elle va être surtout régionale, hein, comme de l'Afrique, et intercontinentale. Je dirais intercontinentale, mais même interrégionale, non pas que camp de l'Afrique, hein, on est sur de l'intrarégional, mais interrégionale avec notamment le Maghreb ou la partie moyen-orientale du Yémen, et après à moindre dose, l'Europe et même les États-Unis. Toute cette démographie, elle est à prendre en compte pour les prochaines élections législatives qu'on aura en juillet prochain, en 2026. Pourquoi? Eh bien, le gouvernement, le Parlement, ils se doivent de prendre en compte la répartition par âge, par genre, pour regarder aussi le chômage, pour regarder si le réformisme fonctionne, pour comprendre pourquoi il y a ce taux de mortalité à 11%, pourquoi est-ce qu'il y a une chute de fertilité, est-ce que ça va amener à une chute démographique ou pas, est-ce qu'il va y avoir un mélange, un métissage, etc. Et surtout, comment amener à une meilleure espérance de vie qui est là, pour le coup, très très basse, beaucoup plus basse que l'on voit au Sahel notamment, ou notamment au Burkina Faso, on est sur du 62 ans approximativement. On a quand même presque, voilà, on a 8 ans d'écart. Chaque fois, merci pour... On arrive sur le 3. Alors, je vais dire c'est le préféré parce qu'en tant que professeur de géopolitique, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, euh, le, le, vous avez le contexte historique, on a vu rapidement, vous avez le contexte démographique. Il faut maintenant comprendre le contexte politico-sécuritaire et géopolitico-sécuritaire. Alors, le pouvoir central de la Somalie, eh bien, c'est la Somalie. Il n'y a qu'une Somalie. Pour les Somaliens, la Somalie regroupe Somaliland et Puntland. Pour les populations du Puntland, eh bien, Puntland, on le verra, c'est un peu comme la Corse, une collectivité territoriale qui se veut autonome, mais qui n'est pas forcément sécessionniste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des peuples sécessionnistes, néanmoins, ils veulent surtout une grande autonomie. Et Somaliland, pour eux, alors, il y a deux clans. Soit il va y avoir le clan du « nous sommes un seul État », Somaliland, et les nostalgiques, qui auraient aimé avoir la promesse italienne et anglaise, à savoir Somaliland est la Somalie. Je m'explique. Quand il y a eu la fin de la colonie, en réalité, c'est Somaliland qui aurait dû avoir la Somalie. La Somalie aurait dû être une région annexe à Somaliland. Et en réalité, ça a été l'inverse. Somalie est devenu un État reconnu et Somaliland, une simple région. La Somalie sur 18 régions administratives et elle a une constitution nationale en vigueur de 2012 qui s'est dit de base un petit peu temporaire et qui se maintient actuellement. Somaliland n'a pas réussi à passer outre ce passé et va proclamer, soi-même s'autoproclamer indépendante en 1991. 9 ans après, on a une constitution qui dure, celle de 2000, et en 2019, on dénombre pas moins de 14 régions. Pour le Puntland, autonomie proclamée en 98,
quelques tensions, notamment au niveau des ressources et des capacités halieutiques, etc. Et bien sûr, des frictions, comme on peut le voir en Inde, avec le Pendjab, avec le Gujarat, etc., avec le pouvoir central de Somalie. Plus modeste, Puntland réunit 9 régions. Mais si je puis me permettre, on va revenir sur la j'avais bien mis voilà, sur la carte. Puntland, c'est ce côté-là, c'est beaucoup plus petit. Somaliland, c'est tout ça. Encore Puntland, et là, on a le pouvoir central global. Forcément que c'est plus petit. Voilà. On est sur un régime présidentiel. Notamment depuis 2024, on a, et même un petit peu avant, hein, on a tout ce réformisme, comme je vous dis, on a le chef d'État Hassan Sheikh Mohamud, qui vient justement prendre en compte tous ces enjeux, notamment sécuritaires. On a un chef de gouvernement, Hamza Hadi Barre, d'accord? Et on a des élections qui vont avoir lieu aux législatives en juillet 2026 au suffrage universel. C'est assez intéressant parce que la Somalie a un suffrage universel indirect pour ses présidentielles et direct pour les législatives. Alors, ce gouvernement somalien, d'où il sort? On est sur un gouvernement national de transition après la guerre civile jusqu'à 2000, d'accord? Gouvernement national de transition de 2000 à 2004. Après 3 ans d'absence de gouvernement, tout de même, en Somalie, suite à la guerre civile qui entraîne notamment la chute de Mohamed Sed Barre, on est sur un gouvernement, comme chaque État, de transition pour tenter de remettre sur pied un gouvernement stable, un pouvoir exécutif, législatif et surtout judiciaire qui va convenir au peuple, d'où le régime présidentiel. On a une conférence de Djibouti du 20 avril au 5 mai 2000. Furent présents à ce moment-là de nombreux leaders civiques non armés, ça c'est très important puisqu'on est au lendemain de cette fameuse guerre civile, avec des chefs religieux notamment. Rappelez-vous, 98% de musulmans. Donc c'est important pour la population à ce moment-là de pouvoir démontrer que les chefs religieux, beaucoup plus pacifiques, souhaitent apporter la paix et un gouvernement stable. Ce gouvernement national de transition, il reconnaît de facto l'autonomie régionale et l'existence des nouvelles entités, notamment dans le nord de l'ancien territoire somalien, qui abritait de nouveaux clans homogènes, mais la décentralisation du pouvoir est un réel problème en Somalie. Le fait d'avoir un État fédéral avec le nombre d'enjeux qu'on a au niveau territorial, on le verra avec le terrorisme, tue petit à petit, selon les auteurs et les experts même islamiques, la Somalie. Gouvernement fédéral de transition 2004-2012, en septembre 2023 seulement, on est sur une 15e conférence de réconciliation nationale en Somalie. Donc, pour vous dire que la guerre civile, elle a vraiment, vraiment mis à mal ce gouvernement national qui a été de transition et qui encore aujourd'hui peine à avoir une constitution depuis 2012 qui est de facto établie, qui peine à avoir un gouvernement qui ne subit pas de plein fouet cette démographie qu'on a du mal à établir, cette migration économique, cette jeunesse qui cherche à travailler, tout ça surplombé des problématiques de terrorisme et d'enjeux claniques. La Somalie, elle est gouvernée. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'on était sur 4,5 clans. D'accord? Ces 4,5 clans, c'est eux globalement qui vont pouvoir, depuis les sultanats d'ailleurs, être représentés au niveau législatif et gouvernemental. Ces clans vont essayer de travailler ensemble, mais ils vont avoir des frictions, notamment au niveau économique, au niveau des ressources et au niveau de comment gérer ce séparatisme, cet indépendantisme, mais également les clans en eux-mêmes. On a vu tout à l'heure les 6 clans, Dir, Isaac, Aouye, Daroud, Tirgil, Gara, Anwen également. Mais sur ces 4,5, seulement eux, par tranche de 22% à chaque fois, essayent tant bien que mal de tirer sa couverture à soi. Donc la faiblesse de l'État central somalien qui peine à maîtriser son propre territoire doit faire face à ces clans de l'ordre de 22% à chaque fois, doit faire face à un 4e clan et demi, les minorités,
doit faire face parfois à une cadre de la justice au prix du sang, que l'on voit soit dans certains clans, soit même au niveau terrorisme, donc dans un système de vendetta, doit faire face aux affrontements permanents entre le gouvernement et les séparatistes ou les groupes terroristes, et doit faire en sorte de maintenir une population démographique assez stable pour que la jeunesse puisse réparer et restructurer le pays. Parlons à présent d'El-Shabaab. À ne pas confondre avec El-Shabaab de Cabo Delgado, que l'on retrouve au Mozambique, qui n'a rien à voir. Al-Shabaab, ça veut dire la jeunesse. Donc c'est un mot qui est porteur de sens, certes, mais de base, qui a un nom commun. Il existe le FC El-Shabaab, par exemple, je crois qu'il est en Arabie Saoudite, c'est un football club, hein. Donc El-Shabaab, de base, ça veut juste dire la jeunesse. Au même titre que Al-Qaïda, ça veut dire la base. On parle vraiment d'un nom commun qui va être porteur de sens. Naissant dans le sud de la Somalie en 2006, il va mettre en avant un mouvement des jeunes combattants. C'est-à-dire tout simplement que cette jeunesse, parfois, qui ne va pas trouver d'emploi, qui va être dans l'injustice constante et qui a aussi cette colère, en fait, face au gouvernement qui est instable ou face à cette ancienne guerre civile ou plus encore éloigné ce côté colonial, hein, occidental, va rejoindre malheureusement petit à petit ce mouvement. En 2006, eh bien, ils font comme on a vu avec Serval, là, avec Bamako, etc., au Mali, prise de Mogadiscio. Autant pour Serval, le Mali avait appelé notamment la France, le Tchad, etc., et en quelques semaines, euh, ça a été résolu. Autant la prise de Mogadiscio a vraiment mis un coup à la capacité centrale d'intervention de l'Éthiopie, de la Somalie, et a dû demander l'intervention de l'Éthiopie, soutenue par l'ONU. Tout à l'heure, je vous le disais, la Somalie, elle dépend énormément des budgets de l'aide internationale. Elle a dépendu à ce moment-là de son voisin. Et militairement, ça a été très, très complexe pour la Somalie de s'en remettre. Il y a eu une dislocation, certes, de l'Union des tribunaux islamiques, qui sont plusieurs groupes terroristes, mais ça n'a pas suffi. En 2012, bien qu'ils soient peu nombreux, on le voit, effectif de 7 000 à 12 000 combattants en 2025, c'est toujours parfois plus que l'armée somalienne, d'autant plus qu'il y a eu cette fameuse allégeance à Al-Qaïda en 2012. Cette allégeance, qu'est-ce qu'elle va impliquer au niveau des enjeux pour les populations? Eh bien, de plus grands investissements de la part des groupes terroristes, de plus grands moyens, de plus gros risques pour les populations, parce qu'on ne se retrouve pas face à une organisation qu'on appellera tellurique. Une organisation terroriste tellurique, c'est une organisation qui a beaucoup de moyens au sol. Ça, c'était El-Shabaab en 2006. On se retrouve face à une organisation réticulaire, en réseau. Le réseau, c'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique. En réseau, c'est pour pouvoir promouvoir ces fameuses allégeances, d'accord? C'est pour promouvoir le recrutement des jeunes au-delà de la simple Somalie. Donc la Somalie va se retrouver avec des terroristes qui viennent d'Éthiopie, un peu moins d'Érythrée peut-être, mais même du Yémen, etc. L'objectif, c'est de créer, de diriger un État islamique fondamentaliste, que bien sûr, la Somalie, au niveau central, ne souhaite pas, que Somaliland ne veut pas entendre parler, et que Puntland refuse de par son autonomie. On est, je vous l'ai dit, avec des terroristes qui viennent parfois au-delà des frontières somaliennes à cause des frontières poreuses. Néanmoins, à l'inverse, il y a des attaques en Somalie, mais le Kenya et l'Ouganda vont être énormément impactés. Ce qui démontre une nouvelle fois, depuis 2006 avec la prise de Mogadiscio, que la Somalie n'arrive pas ici à protéger sa population et est en plus un danger pour les États autour. C'est en tout cas c'est ce que disent les États de la Corne de l'Afrique. Alors encore une fois, je reviens sur cet effectif total. 7 000 à 12 000 combattants, 12 000 plutôt 2025, ça veut dire que ce groupe grandit. Et ça veut dire que la population est toujours plus impactée, notamment par, on l'a vu 2024-2025, sur plus de 30% de chômage chez les jeunes. Pardon. On est sur différentes interventions tout de même. Je ne dis pas que la Somalie n'intervient pas. Au contraire, la population voit bien qu'il va y avoir des interventions de la part du président, notamment
Mohamed qui a annoncé une guerre totale. La guerre totale, vous savez ce que c'est, hein. On est sur un enjeu de toutes les procédures, les infrastructures et les connaissances et compétences possibles d'un État face au terrorisme. Ça, on le voit depuis 2001, la guerre au terrorisme, notamment depuis le 11 septembre. À l'origine, on ne fait pas la guerre au terrorisme, on ne fait pas la guerre à un outil, on fait la guerre à des groupes. Sauf que là, on fait une guerre à une idéologie qui va utiliser le terrorisme. Et ce conflit est encore présent. Je vous ai mis 2023, mais à l'heure actuelle, on ne compte plus les offensives d'El-Shabaab sur le gouvernement et surtout sur la population. On est en tout sur 6224 morts en 2025 et on a même eu des tentatives d'assassinat du président par Al-Shabaab. On l'a dit tout à l'heure, ça peut attirer des puissances étrangères, mais aussi de la piraterie, cette fameuse position stratégique. Manque de chance pour la Somalie, c'est cette piraterie qui va intéresser les ports. Et là, les ressources halieutiques et surtout les vendeurs, les pêcheurs, les commerçants vont être directement impactés par la nouvelle coopération avec les Houthis du Yémen, que l'on a vu dans le conflit notamment israélo-palestinien. Cette piraterie dans la mer Rouge va accentuer les difficultés économiques de la Somalie et de facto, en plus de la peur de ne pas pouvoir gérer sa sûreté, la Somalie voit en plus euh, une plus grande migration économique à cause de cette piraterie qui est sur les, qui est sur les côtes. Il y a également, je vous l'ai dit, hein, il y a des attaques d'El-Shabaab contre le gouvernement, contre la population de facto qui va rejoindre ce gouvernement. Hein. On va viser essentiellement des personnes qui vont être d'accord avec le gouvernement ou à défaut avoir une petite idéologie pro-occidentale ou même ne serait-ce que vivre d'une manière pro-occidentale. Mais Al-Shabaab va également envenimer les conflits interclaniques. Il y a des régions, on a vu, hein, Israël, etc., qui vont être, Israël qui va être touché, etc. Comment? Eh bien, en armant. Alors, finalement, Al-Shabaab va faire comme beaucoup d'acteurs en géopolitique. Il va toucher la sûreté. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut comprendre les termes. La sécurité, en général, c'est ce qu'on a avec le risque. Par exemple, des catastrophes naturelles, du changement climatique, de la précarité qui va toucher directement la population sans un but de nuire. De l'autre côté, on a la menace. Et la menace, c'est El Shabab. La menace, c'est une volonté d'atteindre, de nuire volontairement à la sûreté. La sûreté, c'est protéger les citoyens, la population, de menaces qui ont pour but de nuire à cette population. Et donc, cette menace d'Al-Shabaab, elle apparaît comme tout à fait logique sur la scène internationale. Il faut armer. C'est ce que dit Al-Shabaab. Il faut armer les milices claniques pour voir en fait ces clans s'entretuer, disloquer petit à petit encore plus la décentralisation que la Somalie avait déjà du mal à maintenir, pour déstabiliser totalement juste le pouvoir central et l'ordre. Et si on affaiblit l'ordre, on affaiblit Mogadiscio. Si on affaiblit Mogadiscio, on affaiblit la Somalie. Et si on affaiblit la Somalie, eh ben c'est toute la corne de l'Afrique avec ses frontières poreuses qui risque d'en prendre un coup, tout simplement. Et on l'a vu juste avant, hein, on est sur du meilleur matériel, on est vraiment sur de l'innovation. C'est-à-dire que la population est dans une grande précarité, et à côté de ça, elle voit quoi? Elle voit une population qui se radicalise et qui rejoint des milices ou des groupes armés terroristes ou des pirates qui sont beaucoup plus armés euh, et qui ne font donc pas le poids. C'est pour ça aussi cette migration. Voilà, donc je vous montre en 2023 comment est fragmentée la Somalie notamment. Avec les militants des Shabab, on voit bien, hein, c'est vraiment des tâches de partout. Donc des tâches, ça représente des centaines de kilomètres carrés qui sont gouvernés par El Shabab. Et on le voit, hein, ces points autour de Mogadiscio. Mogadiscio n'est jamais à l'abri au niveau de sa sûreté de la capitale. Donc voici un état des lieux des violences civiles. J'ai aussi mis les événements politiques qui sont inclus, d'accord. Euh, voilà. Pour l'observer. De toute façon, le PowerPoint tout en bas, on le voit pour. Pour 4, ne serait-ce il y a eu quand même, alors, certes,
une dégression de 2% des violences prévisibles sur 4 semaines. On est quand même sur euh, des violences sur 242 civils. C'est quand même énorme juste en un mois. Pourquoi aborder également maintenant les droits et libertés en Somalie? Bien parce qu'on a vu l'histoire, on a vu l'histoire des clans, on a vu la démographie et on a vu l'atteinte à la sûreté et à la sécurité. Mais ce n'est pas tout. La Somalie n'est pas attaquée que par du sécessionnisme, de l'indépendantisme, du séparatisme ou encore du terrorisme. La Somalie est également aussi beaucoup controversée au niveau de son gouvernement qu'elle a du mal à maintenir stable. Abordons les minorités bantoues, je vous ai dit que avant 91, on en parle très peu. On en parle très peu parce qu'on est sur un mouvement d'expansion initié il y a 4000 à 5000 ans, on ne sait pas trop, euh, avec des populations de, de langues, de minorités en soi. Et elle est issue, comme je vous disais, d'expansion par l'esclavage. Cette minorité qui est très, très peu, si ce n'est inexistante au niveau de la représentation, qui est très, très peu représentée dans les législations, le gouvernement, eh ben, elle ne peut être protégée des menaces des autres clans, des autres peuples. Ces violences, elles sont ciblées. Expulsion forcée des maisons, expulsion des écoles, expulsion des villes, meurtre, assassinat, donc prémédité, viol sur les femmes bantoues. On le voit, le viol de guerre est énormément utilisé en géopolitique par les armées qui veulent traumatiser les générations et notamment les femmes, mais également éradiquer les ethnies. On est aussi sur de l'esclavagisme domestique contemporain. Travail forcé, esclavage sexuel, exploitation par des milices. On a énormément d'enfants soldats. Et vulnérabilité particulière face à El-Shabaab, puisqu'effectivement, ils vont enrôler de force des jeunes bantous qui ne trouvent pas de travail et qui ne sont pas prêts d'en trouver, puisqu'ils vont être exclus là où ils se trouvent. Je vous ai remis ici le système de caste pour que vous compreniez qu'il y a bien ici une caste des marginaux, les bantous Jarir, ascendants d'esclaves. Et ils sont bien dans les castes des marginaux. D'accord? Donc, au niveau clanique, les Bantous ne sont pas prêts, en tout cas au vu de l'état du gouvernement, ils ne sont pas prêts d'avoir cette fameuse reconnaissance, cette fameuse autodétermination des peuples, si je puis dire. Sous la gouvernance somalienne, on est comment au niveau liberté fondamentale? Bon, eh ben, vous voyez les chiffres, on est sur 8 sur 100, je ne sais pas si ça vous parle, mais en 2025, sur l'échelle des libertés, 8 sur 100, c'est très peu. Droit politique, 2 sur 40. Bon, on a déjà vu les politiques somaliennes, on va surtout s'attarder sur les civils, les libertés civiles. 6 sur 60, 1 sur 10, finalement, 10%. Au niveau droit politique, élection présidentielle directe à partir de 2026, donc on change, on avait vu l'indirect jusqu'à présent, donc on est sur du réformisme, je le redis. Enregistrement officiel des partis politiques seulement depuis 2016. Petit à petit, la Somalie commence à être un peu plus diversifiée en termes de partis. Malgré tout, limitation civile, limitation de la liberté d'expression et d'association, ce pourquoi il va y avoir de la migration pour tenter régionalement ou même un peu plus au niveau occidental de rechercher ces libertés. Et pour les minorités religieuses, on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, limitation de cette liberté religieuse de par la constitution somalienne qui garantit cet islam. Et au niveau état de droit, eh bien, inégalité de traitement de certains segments de la population, certains clans, on l'a vu, les fameux 4,5, les femmes, les LGBT, etc. Somaliland. Alors, je ne dirais pas que Somaliland est comme l'Érythrée, on n'est pas sur ce qu'on appelle la Corée du Nord, la RPDC africaine, mais on est sur une grosse restriction de la liberté d'expression et de presse. On le voit avec deux événements majeurs en 2024, début d'année 2024 et fin d'année 2024, arrestation de Serh, qui est président de MM Somali TV, et arrestation de Habib, député de l'opposition. Donc, liberté d'expression politique, liberté de la presse, Somaliland, eh bien, la Somalie n'a rien à envier au Somaliland là-dessus.
Donc, ce n'est pas parce que Somaliland est indépendant de la Somalie, en tout cas tel qu'il le prévoit, qu'ils n'ont pas, on va dire, les mêmes enjeux. Il y a aussi, juste après, voilà. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup aborder, c'est l'excision. C'était mon domaine d'études que j'avais notamment au Sahel par rapport à la Guinée, par rapport au Sénégal, le Mali, etc. Il y a plusieurs types d'excision. La quatrième étant toutes celles qui n'entrent pas dans les trois premières. La type 1, c'est l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien. On excise une partie du clitoris. La type 2, c'est l'ablation partielle, voire totale du gland clitoridien, mais aussi des petites lèvres. Type 3, c'est l'infibulation. C'est le rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement. On va sectionner les petites lèvres, on va les recoudre avec des épines, avec des aiguilles. Bon, au niveau hygiène, c'est catastrophique. On ne va pas aller à l'hôpital pour le faire. Et ça se fait notamment sur des jeunes filles entre 5 et 15 ans, voire même de plus en plus tôt. En fait, au lieu que ça recule, non seulement ça avance, mais en plus de plus en plus tôt sur des jeunes filles, on est maintenant sur des fois 2, 3 ans. La majeure partie des cas, en tout cas, c'est 98% des filles âgées de 5 à 11 ans. Mais on est sur du bien plus tôt et parfois du bien plus tard. On est sur une rétroactivité des familles qui ont réussi à maintenir le coup en fait et à ne pas envoyer leurs filles à l'excision auprès des excisieuses. 98%, eh ben, c'est énorme. C'est clairement toutes les jeunes filles sont passées en Somalie par l'excision. 99%, malgré cette fameuse constitution provisoire de 2024 qui fait écho à celle de 2012. D'accord? Pour autant, même s'il y a cette fameuse volonté d'arrêter l'excision, on l'a notamment par l'article 15 de la Constitution, c'est la Liberty and Security of the Person. On est sur chaque personne a des droits à être en sécurité et libre. Bon, vu que la liberté de la presse est un peu complexe, chaque personne a le droit d'avoir sa sécurité personnelle. Je fais de la traduction littérale, mais en tout cas, chaque personne, indépendamment des autres, a le droit de naître libre. Et surtout, les violences physiques, l'intégrité physique de chaque personne, c'est interdit. On n'a pas le droit d'apporter atteinte euh, à l'intégrité des personnes. C'est l'article 15. Et la circoncision des filles, circumcision of girls, donc l'excision, est cruelle, dégradante, une pratique dégradante et interdite. La Constitution en est arrivée à le mentionner dans l'article 15, dans son dernier alinéa. La circoncision pour les femmes, donc l'excision, est une pratique dégradante pour l'intégrité humaine et violente et doit être interdite. Pour autant, ce n'est pas le cas. On est toujours sur 99%. Pour autant, les jeunes filles essayent de s'émanciper. Alors, de par effectivement l'accès à l'émancipation par l'éducation, de plus en plus d'écoles sont construites. On a une vie de famille avec des nouvelles générations qui vont apporter de l'air frais là-dessus. Hein. La culture, le travail, néanmoins, encore une fois, avec ces 30% de chômage, c'est trop complexe pour les jeunes de penser à la fin de l'exclusion quand déjà ils ont du mal à avoir une fin de précarité. En plus, bah, les femmes, on l'a vu avec US Women Africa, position de faiblesse sur le travail des femmes, elles ont des emplois précaires quand elles en ont un. Difficile donc d'être dans l'émancipation. Voilà. Elle n'a pas ratifié, cette Somalie, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ou encore le protocole de Maputo. Bien que ce soit dans sa constitution, au niveau régional, elle n'a pas encore le poids escompté. Et c'est pour ça que 80% des déplacés sont des femmes qui risquent de subir des violences sexuelles. Donc on est à la fois sur de la migration par peur sécuritaire, mais on est aussi parfois sur de la migration politique, puisque c'est aussi politique de s'émanciper contre les clans qui souhaitent réinstaurer fortement l'excision. Et enfin, on le voit, le tchabab, enlèvement de femmes et filles, mères porteuses, pression sur les familles pour délivrer les jeunes filles, pour pouvoir, comme je vous expliquais, faire des enfants une nouvelle génération de terroristes. Voilà. Condamnation, on a toujours la peine de mort en Somalie, notamment par pendaison. Population LGBTQ+, prison entre 3 mois et 3 ans, ça va dépendre de la gravité du fait. Ça va dépendre aussi de certains endroits. Mais en tout cas, on a beaucoup d'enjeux territoriaux parce que si ce n'est pas la prison, c'est la mort. Pas forcément la peine de mort, mais la peine de mort publique, politique de certains clans ou surtout d'El Shabab notamment. De facto, on va avoir une migration là aussi. Parce qu'on va avoir ce risque de rupture familiale. Donc, les jeunes garçons, les jeunes filles qui vont être de la population LGBTQ+,
vont prendre les devants, émigrer. Disparition de leur famille, tentative de reconstruire leur vie ailleurs. Voilà. Très peu d'associations existent en Somalie, hein, notamment pour les populations LGBTQ+. On a l'Arc-en-Ciel International Rainbow, notamment, pour essayer de les protéger. Mais à quoi bon, elles se disent, ces associations, puisqu'on est toujours sur une prison, toujours sur un risque de prison. Voilà. Là, on le rappelle, peine de mort, relation LGBTQ+, dans certains cas. Au même titre que l'espionnage, l'adultère, relation en mariage. Donc l'espionnage est vraiment mis au même titre que les crimes passibles de la peine de mort au niveau genre et sexuel. Alors, quelle migration, pour terminer, je laisserai mon collègue pouvoir aborder les migrations. La migration, elle est opportuniste. Il faut savoir que le mythe de la migration directement en Afrique, c'est un mythe, en fait. On part du principe que, notamment au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, la migration, elle se fait sur 200 kilomètres à la ronde. Elle est elle est locale, ou intra-régionale, intracontinentale à la rigueur. Pourquoi? Parce qu'ils font avec les moyens du bord, tout simplement. Ils ne savent pas vraiment quel est leur cheminement migratoire. De la Somalie jusqu'au Yémen, s'ils passent par le Golfe d'Aden, Arabie Saoudite, et vont repasser par le Soudan, parce que je vous rappelle que Soudan du Sud, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Libye, où ils vont par contre être très, très mal accueillis en Libye, et puis on le voit avec la récession, etc. Et peut-être à la rigueur, ils vont emprunter les flux migratoires pour aller direction l'Europe et espérer aller en France, en Espagne, là je ne l'ai pas mis, mais également aussi en Grande-Bretagne. Ça sera peut-être dans les questions, on verra, hein. J'ai avec moi les chiffres des pays d'origine, notamment des MNA, les mineurs non accompagnés primo-demandeurs dans les États de l'Union européenne en 2024. La Somalie, elle fait partie de 6,6%, hein. On a d'abord la Syrie à 32%, l'Afghanistan, avec ce qui se passe actuellement, 15,7%. Mais la Somalie fait partie des plus petits chiffres. Autrement dit, on a très très peu de Somaliens et notamment très peu de MNA somaliens. Quand j'ai travaillé à la protection de l'enfance, à l'ASE, Institut départemental de l'enfance et de la famille à Bron, on avait très très peu de mineurs non accompagnés somaliens. Globalement, on avait souvent des jeunes filles qui étaient mamans très tôt et qui ont fui leur famille par rapport à ça. Voilà, je vous laisse cette dernière slide par rapport à ça, sur les déplacements des minorités et des protections apportées. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais dites-vous qu'il y a quand même si c'est un peu plus modeste, il y a une migration par région, notamment la ville de Middle tout à l'heure, là où il y a le plus de terrorisme, hein, notamment, et de difficultés en termes d'agriculture. Voilà. Donc, c'est la fin pour moi de cette présentation sur la Somalie. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la Somalie est très fragile gouvernementalement, de par sa décentralisation, de par son autonomie du Puntland, avec la difficulté de faire rejoindre Somaliland et la Somalie, mais également avec ce pouvoir qui va être conflictuel avec les clans, qui va être conflictuel avec le terrorisme, avec Shabab qui grandit de plus en plus, des puissances étrangères, de la piraterie, et enfin, une population qui subit de plein fouet cette instabilité gouvernementale, cette instabilité sécuritaire, de sûreté, mais également ses droits bafoués, notamment au niveau presse, liberté individuelle et d'orientation sexuelle. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur la situation, si notamment vous avez, euh, si vous êtes dans assistants sociaux, avocats, etc., si ça a pu vous aider pour les mineurs non accompagnés et les violences subies par les jeunes femmes, notamment en Somalie. Merci Ça me permet Andrea, merci pour votre exposé. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses que vous avez en bas dans le menu pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas, au vu de ce que vous avez entendu, à l'utiliser. Et donc, après l'intervention de Tahar, je soumettrai les questions à nos deux invités aujourd'hui. Donc, Tar, je te laisse la parole donc, pour nous éclairer un petit peu sur l'instruction des demandes d'asile et de la protection des ressortissants somaliens sur le sol français, voire européen. Et ensuite, nous passerons au temps de questions-réponses avec vous. Merci. Il faut que tu actives ton son, Tar. Voilà. Oui, merci Sonia, merci de l'invitation et merci aussi à Andrea pour l'exposé très clair et très riche et instructif sur la Somalie. Donc moi j'arrive en retard, hein. Tout a été dit
Je n'ai pas grand-chose à ajouter concernant la situation sécuritaire, géopolitique, économique, etc. sur la Somalie. Simplement peut-être pour dire un mot ou deux, mais ça a été dit clairement par Andrea concernant la crise actuelle et le fait que la Somalie charrie maintenant énormément disons, d'exilés. C'est la situation de crise, elle est endémique, elle est généralisée, depuis notamment le coup d'État de 91 qui a vu le renversement du général Siad Barre. Et cette situation de conflit quasi endémique qui est générale et qui charrie beaucoup de demandeurs d'asile qui partent et qui fuient soit la famine, soit la violence. Deux facteurs complémentaires, mais il me semble, ils ont été exposés par Andrea, expliquent un peu cette situation. Le premier tient justement, et ça a été souligné, à l'absence d'une tradition d'État historiquement bien ancrée. Cette faiblesse de l'État est quelque chose qui est structurel et quelque chose qui tient à la nature même de l'État central, qui est très fragile, et ça a été très bien dit. Cette faiblesse de l'État et cette incapacité à cristalliser le pouvoir central, à lui conférer la légitimité et l'autorité nécessaires pour susciter l'adhésion des populations, des minorités, des clans, etc. Et les populations, effectivement, elles sont diverses. C'est des ethnies, etc. Fait que les forces centrifuges ont aggravé cette fragilité de l'État central. Je pense que c'est un premier facteur qui me semble extrêmement important à souligner et qui expliquerait aujourd'hui son incapacité à venir à bout des groupes, des Shabab, qui sèment évidemment la violence, qui sèment une idéologie islamiste extrêmement dangereuse et qui persécute nombre de Somaliennes et de Somaliens contraints de fuir leur pays. Ça, c'est le premier facteur. Mais il y a un facteur complémentaire, et ça a été aussi souligné par Andrea, c'est la montée en puissance de l'islamisme. Les deux facteurs conjugués ont fait que la Somalie aujourd'hui est en but à des difficultés sérieuses, à une instabilité chronique et le risque évidemment que les Shabab prennent carrément le pouvoir, même si c'est une éventualité que ce n'est pas pour demain. En tout cas, je connais moins la situation qu'Andrea qui a fait des travaux de recherche sur ce pays. Alors, l'islamisme en Somalie, comme beaucoup de pays, et comme beaucoup de pays d'Afrique, et le fait, il faut le saisir, juste après les indépendances, les Britanniques et les Italiens ont commencé à envoyer à l'étranger des cadres pour former, pour diriger, pour encadrer ce futur État. Et dans le cadre de la formation des futurs étudiants et des futurs cadres pour diriger l'État somalien à partir de 1960, de nombreux étudiants ont été envoyés à l'université de l'Azhar en Égypte et puis plus tard à l'université de Médine en Arabie Saoudite. Ces deux universités religieuses sont des temples du conservatisme et diffusent un enseignement islamiste. Ils diffusent l'idéologie islamiste. Et d'ailleurs, quand on obtient une bourse de l'université de Médine, on vous oblige à faire vos études. Et une fois les études sont terminées, il faut revenir dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de vous installer en Arabie Saoudite. Et l'objectif est de diffuser les enseignements reçus. Et ce sont des enseignements. Donc, le vecteur le plus puissant, porteur de l'intégrisme et de l'islamisme en Somalie, mais pas seulement en Somalie, hein, beaucoup de pays d'Afrique du Nord, subsaharienne, etc., partagent cette caractéristique de l'islamisme dans ces pays, c'est qu'il est porté par l'enseignement. C'est l'enseignement. Parce que comme beaucoup de pays subsahariens et pays africains, l'islam dominant, et c'est surtout l'islam confrérique, c'est un islam soufi, même si André avait effectivement parlé d'autres religions, etc. Ça existe et c'est vrai, tout à fait. Mais la tendance dominante, c'est le sunnisme. Et le sunnisme travaillé par la tradition confrérique locale. Il y a eu une récupération des anciennes croyances d'Afrique et qui fait que c'est un islam chargé d'histoire, d'anthropologie culturelle et historique, profond, qui ne voyage pas.
il est en Somalie. Contrairement à l'islam salafiste, qui est réduit, si vous voulez, à un code normatif, le halal et le haram. L'islam confrérique soufi africain est chargé d'histoire, chargé d'anthropologie. Il est trop lourd pour voyager. Voilà le fond du problème. À partir de là, je crois que je n'ai rien à dire sur la Somalie. Tout a été dit, hein, c'est parfait. L'exposé d'Andrea a été très clair et très riche, très instructif. Je reviens simplement d'un mot pour vous donner quelques statistiques que j'ai pu recueillir, mais il n'y a rien il y a rien d'extraordinaire. Ce sont des statistiques que j'ai pu recueillir très facilement dans les rapports que m'a notamment transmis Sonia. On peut retrouver ça dans les rapports de l'OFPRA, de la CNDA, notamment des années 2022, 2023, 2024, de quelques sites que j'ai consultés aussi, parce que je n'ai pas de travaux, je n'ai pas écrit sur la Somalie. Donc, je me suis un peu contenté des notes d'information aussi de l'OFPRA, des rapports d'activité de la Cour nationale des droits d'asile. On peut évidemment trouver un certain nombre d'informations très utiles, notamment pour les chargés d'accompagnement, pour les chargés d'asile, qui accompagnent les demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives, sociales, notamment auprès de la Cour nationale des droits d'asile. Alors, je précise que malgré évidemment cette violence, la Somalie n'est pas un pays qui est inscrit ou qui est sur la liste des 10 premiers pays originaires des demandeurs d'asile. Dans la documentation que j'ai consultée, il n'est pas du tout inscrit dans le top 10, c'est-à-dire dans les 10 premiers pays originaires des demandeurs d'asile. Cette liste est établie annuellement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En revanche, alors il est classé, la Somalie est classée, pardon, la Somalie est classée 17e, à la 17e place dans le classement des pays de provenance des demandeurs d'asile établi par l'OFPRA. Alors en revanche, la Somalie, elle figure dans la liste des pays au plus fort taux de protection. Là, c'est pas proportionnel. Autant, bon, la demande n'est pas évidemment n'est pas forte, elle n'est pas parmi les 10 premiers pays, mais le taux de protection est élevé. Il s'élève à 44% d'admission. Et la Somalie occupe la 6e place dans le classement établi par les instances de l'asile. Concernant le nombre de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est rapide, je vais essayer de vous donner quelques statistiques. Alors, concernant le nombre de recours introduits devant la Cour, il s'élève à 782 en 2024 et contre 879 en 2023. Donc, il y a eu une baisse, il y a eu une légère baisse de 11%. La Somalie occupe donc la 16e place en quantité de recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors, en gros, en ce qui concerne donc la demande et puis les recours, la part des recours introduits par les femmes somaliennes, il est de 226 contre 556 pour les hommes. Alors, devant la Cour nationale du droit d'asile, la demande d'asile somalienne a fait l'objet de 991 décisions. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous donner des statistiques. Je vais vous, comme ça, vous embêter avec les statistiques. 991 décisions. Alors, la Cour a reconnu 95 Somaliens dans le statut de réfugié et 345 protections subsidiaires, soit un total donc, de 440 admissions, représentant un taux d'admission de 44,4%. C'est presque 50%. Donc, le taux de protection comme on le peut constater, est élevé. Alors, selon le rapport de l'OFPRA, pour 2024, le nombre de demandeurs d'asile s'élève à 2326. 2326, première demande et réexamen compris, contre 2205 en 2023 et 1851 demandes en 2022. Alors, soit une hausse de 5,4 par rapport à 2023 et de 20,4 par rapport à 2022. Donc la demande est exponentielle. Voilà. En 2024, l'OFPRA a enregistré 2036 premières demandes, dont 424 Somaliens ont obtenu le statut de réfugié et 760 la protection subsidiaire, soit un total de 1184 protections
et 1036 rejets. Ce sont des statistiques qu'on peut facilement trouver dans les rapports de l'OFPRA. Alors, la demande d'asile dans l'outre-mer, elle est surtout marquée par Mayotte. Alors, Mayotte enregistre le plus fort taux de reconnaissance, il me semble, concernant la demande d'asile somalienne. Elle est de 70%. Elle est donc de 70%. Alors, la demande d'asile à la frontière, par contre, elle baisse. Elle connaît une baisse de 23%. Elle passe de 1546 demandes enregistrées, dont 17 zones d'attente, soit à peu près 4% de la demande globale. La Somalie est le deuxième pays après le Sri Lanka, avec 172 demandes. La Somalie, ça doit être, le nom de la Somalie, je ne le retrouve pas. Je pense que c'est 68 demandes d'asile. Concernant les MNA, je pense qu'on peut effectivement revenir. Pour les MNA demandeurs d'asile somaliens, voilà, en 2024, on enregistre 22 demandes, première demande et deux réexamens, soit un total de 24. La part des femmes représente 27,3, soit 6. Alors, statut de réfugié 4, protection subsidiaire 8 et le taux d'admission est 12. Donc, le taux d'obtention pour les mineurs non accompagnés est de 2,2 pour l'année 2024. Et il était de 4,4 pour l'année 2022. Donc, la demande d'asile des MNA en 2024 a atteint 1009. 1009 demandes, je crois que c'est 1009 premières demandes, contre 1350 en 2023, soit au total 22 en 2024. 22 demandeurs d'asile somaliens mineurs non accompagnés en 2024. Nous avons également le cas des mutilations sexuelles féminines, et André en a parlé. C'est aussi un phénomène très grave. Je pense que la Somalie est quasiment à la tête des pays qui pratiquent l'excision, la mutilation sexuelle féminine. Évidemment, ça, d'habitude, c'est surtout les pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, etc. Mais finalement, même la Corne de l'Afrique est très, très, très touchée par le phénomène de l'excision. De nombreuses femmes présentent la demande d'asile. Elles font état évidemment du risque d'excision pour elles-mêmes et pour leurs filles mineures. Donc, nombreuses femmes obtiennent la protection, la protection en invoquant le fait du risque d'excision en cas de retour en Somalie. Alors, la demande, avec 2326 demandes, la Somalie occupe donc la 17e place au classement des pays d'origine des demandeurs d'asile. Le nombre de Somaliens protégés par l'OFPRA au 31 décembre 2024 est de 5272, dont 46 et quelques de femmes. Alors, le taux de PS accordé est de 9535. Le total des Somaliens protégés en France est de 15 287. 15 287, dont la part des femmes est de 5 717. Le total est de 15 287. Alors, en travaillant un peu sur une vingtaine de décisions de la Cour nationale des droits d'asile, du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme, on retrouve un peu, en gros, les principaux acteurs de la violence. Je crois que ça a été aussi relevé précédemment. On retrouve d'abord les forces gouvernementales qui se situent au premier rang. Très souvent, les demandeurs d'asile invoquent les forces gouvernementales comme responsables des persécutions et qui, à partir de là, peuvent évidemment obtenir, puisque ce sont les forces de sécurité de l'État qui exercent cette persécution ou ces persécutions et qui sont les acteurs de cette persécution, ils ont des chances donc d'obtenir pas la protection subsidiaire, mais le statut conventionnel, le statut de réfugié à condition bien évidemment d'étayer sa demande, d'étayer par des éléments personnalisés, individualisés, de persécution, etc., pour pouvoir prétendre à un statut de réfugié. Le deuxième acteur, et non des moindres évidemment, des persécutions, ce sont les Chebabs.
Alors, les Chebabs sont porteurs d'une idéologie islamiste, donc il y a un contrôle de la société qui s'exerce par l'idéologie, par les idées, en imposant des habits, un mode de consommation, un mode de conduite dans l'espace public, etc. Donc, les Chebabs est aussi un facteur important dans les persécutions qui sont dans les Somaliens. Les Somaliennes font état devant les juridictions de l'asile, notamment devant la Cour nationale des droits de l'asile ou devant le Conseil d'État quand il y a un pourvoi en cassation. Alors, le troisième acteur, ce sont les milices et les forces locales claniques, les rivalités historiques entre clans, etc. Et ça a été aussi bien relevé. Toutes ces rivalités claniques qui sont ancestrales font que c'est une source de violence et de persécution contre les personnes et qui provoquent des départs pour demander l'asile en Europe et notamment en France. Nous avons également le quatrième acteur sont les forces étrangères alliées. Il y a des forces étrangères, enfin, il y a la PTIS, quelque chose comme ça. Là, il y a c'est une structure de l'UA, de l'unité africaine, enfin, oui, oui, de l'Union africaine, mais aussi il y a des forces alliées qui viennent venir en aide aux forces locales, enfin, au gouvernement central dans sa lutte contre les Chebabs. Et ils sont parfois des auteurs de persécutions et de violences. Les demandeurs d'asile somaliens font état également des persécutions qui sont le fait des groupes criminels, des trafiquants en tout genre, et qui sont très très présents en Somalie, et pas qu'en Somalie, mais aussi dans de nombreux pays africains. Alors, quelques principes présidents traitement de la demande d'asile somalien. Quand on analyse un peu la demande d'asile somalienne, notamment les décisions de la Cour nationale des droits d'asile, alors il ressort la première caractéristique majeure qui ressort, c'est le conflit armé interne et qui s'installe dans la durée. C'est-à-dire maintenant la violence dure depuis un peu plus de 30 ans. Depuis 91 jusqu'à présent, la violence s'installe dans la durée. C'est un conflit interne qui est qualifié parfois de violence aveugle, parfois de violence aveugle élevée, de violence d'une extrême gravité, etc. Donc, c'est autour du conflit armé que la plupart de demandes d'asile s'articulent. Nous avons aussi un deuxième trait. Lorsque la violence est intense, comme dans les régions du Bachabel ou de Benadir, elles sont qualifiées justement de violence aveugle élevée. Et quand c'est une violence aveugle élevée, évidemment, c'est souvent la protection subsidiaire qui est accordée. Et plus le contexte est violent, plus les persécutions sont violentes, plus la crise est violente, moins les instances de l'asile sont regardantes sur les éléments personnalisés de persécution. Donc la troisième caractéristique, la situation de violence généralisée, est souvent bien évidemment insuffisante. Il est indispensable que le demandeur d'asile fournisse des éléments personnels, etc., crédibles pour y prétendre. Et là, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui le confirme. Je vous enverrai une fiche de synthèse d'une quinzaine de pages retraçant un peu l'ensemble des décisions jurisprudentielles que j'ai consultées et qui sont répertoriées. Puis j'ai relevé un peu les motifs qui sont très souvent invoqués. La quatrième caractéristique de la demande d'asile enfin, évidemment, somalienne, c'est l'obligation d'appliquer la direction qualification qui est modifiée en 2024. Il est fait obligation aux instances de l'asile dans tous les États de l'Union européenne d'appliquer, puisque le droit européen n'est pas d'application directe, et donc d'appliquer la directive qualification dans le traitement de la demande d'asile. Les instances de l'asile, et c'est la cinquième, dans chaque État sont tenus également d'utiliser, conformément au règlement et parlement du Conseil du 15 décembre 2021, les notes d'orientation de l'Agence de l'Union européenne pour le droit d'asile. Alors, ces notes, elles sont élaborées par le Centre de documentation, c'est un centre de documentation et d'orientation non, non, c'est un centre de documentation et de recherche qui est affilié à la Cour nationale des droits d'asile. Alors, ces fiches qui sont intitulées fiches origine, alors origine, mais sans E à la fin. Fiches origine, elles sont accessibles à partir d'intranet du Conseil d'État ou de la Cour nationale des droits d'asile. Elles sont inaccessibles pour le grand public. C'est uniquement pour les juridictions administratives et notamment le Conseil d'État.
Voilà, je crois que j'ai essayé d'exposer, mais très rapidement, les grandes caractéristiques, etc., de la demande d'asile somalienne. Peut-être que je reviendrai dans les questions-réponses. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Merci. Tar, pour cet exposé sur la protection et la demande d'asile. N'hésitez pas à continuer à utiliser l'onglet questions-réponses. Je vais commencer à poser les questions. On va peut-être rester juste dans un premier temps sur la demande d'asile et la protection pour revenir ensuite sur d'autres questions, notamment pas mal de questions sur Al-Shabaab. Alors, tard, on a eu plusieurs questions qui parlaient de la réunification familiale et on se demandait finalement si il y avait des dispositions particulières ou des particularités sur la demande de ressortissants somaliens demandant la réunification familiale. Voilà, notamment les demandes de visa, les pratiques, etc. D'accord. Oui, en ce qui concerne la réunification familiale, bien entendu, c'est quelque chose qui est évidemment prévu soit par la Convention de Genève, par la directive qualification et depuis 2015 aussi par le CESEDA. Et le juge de l'asile la qualifie de composante essentielle, il me semble, du droit d'asile. Et donc, tous les bénéficiaires d'une protection internationale ont droit à une réunification familiale. Alors, ce qui distingue un peu la réunification familiale du regroupement familial, c'est qu'elle est plus souple, elle est plus simple, la réunification familiale, puisque la condition de logement, de travail, etc., n'est pas exigible d'une personne engageant une procédure de réunification familiale et qui, évidemment, peut être obtenu. Donc, le bénéficiaire de la protection internationale est en droit de faire venir sa famille, donc sa concubine, son épouse ou ses enfants, à partir du moment où il a obtenu ce statut. Alors, la démarche, elle se fait du consulat, du consulat du pays d'origine. La famille doit se présenter, puisqu'après avoir reçu évidemment les documents que la personne protégée a transmis à sa famille, elle doit se présenter pour obtenir un visa de long séjour. Un visa de long séjour. Il est indispensable. Le visa de long séjour, si la famille l'obtient, évidemment, elle a le droit de venir et s'installer avec la personne protégée. Mais il n'y a pas j'allais dire, d'exception en ce qui concerne la Somalie. Les principes à peu près sont les mêmes pour tout le monde. Donc, la difficulté peut-être pour les Somaliens, c'est comme il y a eu, je crois que l'année, mais je n'ai pas en date exactement, l'année, il y a eu beaucoup de déplacés suite à une sécheresse. Alors, les déplacements font que les Somaliens perdent leurs papiers. Et pour se présenter devant le consulat, on exige évidemment un passeport, on exige des papiers. S'ils perdent leurs papiers, c'est très difficile ensuite d'obtenir le visa de long séjour. C'est à peu près la difficulté que je vois, mais il y en a sans doute d'autres difficultés propres aux Somaliens que je n'ai pas identifiées. Mais la procédure, en tout cas, le principe est le même pour toutes les demandes de réunification familiale, que ce soit somalien ou dans notre pays. D'accord, très bien, merci. Alors, on va passer à quelques questions sur d'abord peut-être Al-Shabaab, donc qui concerne peut-être plus Andrea. Alors, vous aviez abordé les persécutions d'Al-Shabaab sur la population. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les formes de persécution? Alors, vous aviez parlé des enrôlements, notamment des jeunes et des femmes les violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a d'autres formes de persécution qui ont été documentées ou dont vous auriez connaissance qui sont faites sur la population, mais de la part d'Al-Shabaab? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Shabaab, comme je l'avais dit, prête allégeance à l'État islamique. Oui, à Al-Qaïda, pardon. Pas État islamique, au contraire, ils se battent, pardon. Al-Qaïda. Donc, ils vont avoir globalement les mêmes idéologies, les mêmes idées, très poussées sur la Somalie, d'Al-Qaïda. Ils vont donc agir de la même manière. Attentat suicide, on l'a vu, alors, j'ai parlé d'enlèvement, mais surtout, on est aussi sur cette idée de prise d'otage. Beaucoup de jeunes hommes, notamment enlevés, des civils, pour demander des rançons. Alors, ça peut être des touristes, hein, on l'a vu énormément avec la Mandchourie et l'unité 731 par les Japonais, ça s'est toujours fait également. Donc, comme je disais, euh, on n'est pas sur un groupe terroriste qui va innover en matière de violence contre un gouvernement. Euh,
On est sur des coopérations de petits groupes contre l'Occident, coopération contre le gouvernement, contre les civils qui seraient, je ne sais pas, moi, en déplacement, je pense notamment aux ambassades, etc. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire. Enlèvement pour des rançons, on est aussi sur des enlèvements de journalistes, en plus des ressortissants étrangers. Euh, Aussi des enlèvements de travailleurs humanitaires, hein, je pense à ça, hein, les ONG sont les plus touchés puisqu'ils font partie des civils. Donc, voilà ce que je peux dire. Ce qui va être complexe aussi, c'est d'avoir un village qui va être détenu, gouverné par El-Shabaab, et voir quelqu'un d'un autre village ou d'un autre clan venir, ou même d'un autre État comme l'Éthiopie, par exemple. Mm. D'accord, très bien. Si tu veux ajouter quelque chose, Tahar, tu hésites pas, on a tous nos micros ouverts. Une C'est personne encore complet. sur El C'est très Shabab, complet. pardon. Non, non, mais la réponse est très complète, c'est parfait. Simplement, effectivement, il y a un contrôle social qui est fait par les Shabab. Bon, puis, effectivement, il y a par les attentats, par la violence, on essaie de les enrôler de force pour rejoindre un peu les milices des Shabab. Ça font partie évidemment des méthodes de pression qui sont exercées notamment sur les jeunes pour les enrôler. Ils font des attentats, suicides, comme tous les groupes terroristes affiliés soit à Al-Qaïda ou à d'autres organisations internationales. Oui, il y a évidemment plusieurs formes de violence qui sont exercées par les milices d'El-Shabaab et qui font que c'est devenu quasiment le deuxième, oui, le deuxième ou le premier facteur de violence qui contraint les jeunes à Mm, quitter la Somalie. oui. Et justement, sur Al-Shabaab, une personne nous demandait quelles influences, enfin tous les groupes Al-Shabaab, quelles influences ils avaient finalement, alors au niveau gouvernemental, au niveau de la population, et puis après plus largement les alliances qu'ils avaient au niveau international. Et la question est valable aussi pour le gouvernement somalien pour défendre son territoire contre tous ces groupes armés, quels sont les alliés internationaux de la Somalie. Andrea a évoqué tout à l'heure Oui. les outils. Je crois il y a effectivement des liens. Moi, j'ajouterais, mais je parle sous le contrôle d'Andrea, c'est elle qui a travaillé sur le sujet, les Émirats, les Émirats arabes unis. Il y a un lien. Il y a un lien. Dans mes lectures, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait un lien entre les Chebab et les Émirats arabes unis, notamment sur le plan financier. Donc, il y a sans doute des soutiens sur le plan international. Il faut voir aussi certains pays comme la Norvège et une diaspora à la Norvège. Il faut voir un peu le financement, l'envoi d'argent, etc. Ça, il faut que je vérifie. C'est pas... Mais je l'ai lu. Donc, je l'ai lu. Pardon. Peut-être que Andrea va compléter. Ouais. En fait, c'est ça. On a des alliances avec les Houthis, donc là-dessus, sur les minorités. On est aussi beaucoup, comme j'expliquais, sur Al-Qaïda, notamment pour la diffusion espèce de khalifa qu'ils aimeraient mettre en place. Par contre, la difficulté qu'il y a aussi à comprendre, c'est que tous les groupes terroristes ne sont pas alliés. En réalité, au même titre qu'il y a des clans qui sont différents. C'est pas parce qu'on est un groupe terroriste qu'on est allié. On n'a qu'à voir l'Amérique latine avec tous les. euh, j'ai oublié mon mot. Les, Les groupes armés. non, Oui, les les cartels, phares. pardon, j'ai oublié le Ah, Les terme, je disais phares. oui. les groupes terroristes. Donc, on n'a Peut-être qu'à les voir les phares. cartels. Et il y a des gangs et des cartels qui sont opposés, et bien, au même titre que l'État islamique et El-Shabaab ne s'entendent pas. L'État islamique va plus s'entendre avec le groupe El-Shabaab qu'on a au Mozambique, alors même que celui de la Somalie, pas du tout. Parce que l'État islamique veut vraiment mettre un califat depuis de base la Syrie, alors que la Somalie, il veut vraiment, El-Shabaab veut vraiment mettre un petit khalifa, un petit État islamique en Somalie Oui. par les Somaliens de Shabab et pas du tout par la Syrie. Absolument, c'est très juste. Et d'ailleurs, l'appellation est juste, pardon, hein, Andrea, deux mots. L'appellation elle-même, hein, c'est Hayat Tahrir Sham. Pour la Syrie, c'est Hayat Tahrir Sham. Hayat Tahrir Sham signifie l'entité de libération de tout le Sham, toute la région de Sham, c'est-à-dire la Jordanie, Israël, la Palestine, la Syrie, le Liban, etc. C'est vraiment international. Et ils ont ce projet, comme le dit si bien Andrea, d'instaurer un califat à partir. Peut-être que les islamistes en Somalie, ils sont effectivement plus concentrés sur la Somalie elle-même et non pas vers l'extérieur. Même s'il y a évidemment sans doute des liens.
Et justement, pour rebondir, une personne nous demandait alors, pourquoi le conflit armé somalien n'est pas encore résolu alors que de nombreuses bases militaires se trouvent à Djibouti. Vous aviez évoqué Djibouti tout à l'heure. Et comment régler le problème? Euh, Pareillement, on a vu tout à l'heure Serval, on peut aborder Barkhane pour le Sahel, etc. La présence française dans tout ce qui est Sahel et Corne de l'Afrique est beaucoup plus complexe à l'heure actuelle à appréhender. On a eu, alors je dis on, pardon, hein, la France a eu des accusations de néocolonialisme. On a vu avec Wagner, autrement appelé aujourd'hui Africa Corps, qui est un peu plus une section russe et moins paramilitaire. On a de nouvelles puissances en fait qui sont là. La Somalie, pour moi, veut faire une transition et on le voit avec notamment les prochaines élections de juillet, où c'est vraiment l'une des premières fois, si ce n'est l'une des premières fois, je vous ai dit tout à l'heure, où on va avoir des futures présidentielles en direct, et là, on va avoir des législatives en direct. Euh, donc, la Somalie est vraiment dans un réformisme. Veut laisser moins de place au clan, veut laisser plus de place au pouvoir central et surtout aux États qu'il y a autour. Tout du moins, ils veulent quand même pas autant laisser de place à la France. On n'est pas non plus sur une fin de Barkhane, bonjour Wagner, hein, mais Djibouti, c'est un carrefour stratégique, géostratégique, géopolitique et géoéconomique au niveau de l'Afrique. Donc, si ce n'est pas encore réglé, c'est bien parce qu'on a de plus en plus de groupes qui vont émerger, toujours anti-occidentaux. La population ne va pas forcément soutenir la France non plus. Elle veut au contraire une Somalie indépendante. Et quand je dis indépendante, c'est au niveau gouvernemental, donc moins décentralisée, mais surtout indépendante géopolitiquement, moins dépendante de l'Éthiopie, moins dépendante de la France, etc. Bien qu'on soit quand même, alors je dis encore la France, on est présent depuis les années 70. Ça commence à faire. Donc, ils essayent quand même de faire une sorte de transition beaucoup plus diplomate avec la Corne de l'Afrique, moins occidentale, parce que déjà, bah, ça attisera moins en fait les difficultés qu'on a avec El Chabab, parce qu'El Chabab, on reproche ça à la Somalie, et ça permettra à la Somalie d'être un peu plus centrée sur son pouvoir, laisser la place un peu plus au peuple par ses élections présidentielles futures, législatives, etc. Je ne sais pas si j'ai bien Si, répondu à si. la question, mais Oui, voilà. d'accord. Et justement, comment est financé Al-Shabaab, demande une personne. Alors, c'est assez intéressant comme question. Il y a le financement par Al-Qaïda, puisqu'on est sur une organisation réticulaire, comme je vous l'ai dit. On est par réseau, hein. Ils vont être financés aussi par des exactions quand ils vont, je le vois avec le Mali, ils le font aussi, quand ils vont venir piller, en fait, lors de combats contre le gouvernement, ils vont venir prendre le matos. C'est assez complexe d'ailleurs, parce que des fois, dans les villages, que ce soit dans le Sahel ou la Corne de l'Afrique, ils voient arriver l'armée, et en fait, non, c'est Al-Shabaab qui a pris possession de divers engins militaires somaliens, ou du Somaliland, ou même de Puntland. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a beaucoup d'islamisme radical, de plus en plus. Or, dans les piliers de l'islam, donc ils vont se baser malheureusement sur les piliers de l'islam, où les musulmans vont avoir cette discrimination supplémentaire, ils vont se baser aussi sur la zakat. La zakat, c'est l'aumône, en fait, c'est l'impôt, si vous préférez. Et ils vont demander la zakat sur les territoires qu'El Chabab va gouverner. Puisque pour eux, ils sont dans une sorte de semi-État islamique, et ben, ils vont dire, bah, à quoi bon continuer à avoir le gouvernement avec nous? On est Al-Shabaab, on a ce territoire, on va donc demander à imposer l'État islamique d'Al-Shabaab et demander la zakat. Donc, ils vont être financés, en fait, ils vont s'autofinancer par les impôts qu'ils vont imposer aux populations qui sont soumis, bon gré mal gré, à ce nouveau territorialisme, en fait. Mhm. Très bien. Je vous pose une question sur le piratage des outils qui a été posée. Donc, vous parliez d'actes de piratage par les outils appelés classiquement actes terroristes. Mais n'y a-t-il pas également une façon d'interpeller la communauté internationale sur le pillage de fonds marins par d'autres pays et la pollution des eaux territoriales? On est un petit peu... Euh, Collègue, vous voulez répondre peut-être, Dar? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ah, votre micro? Ton micro est coupé. Voilà. Je disais simplement, sur les outils, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire comment ils se financent ou s'il y a de la piraterie. Évidemment, les Chebabs, ils font une ponction sur place, sur les habitants, par la zakat ou évidemment, il faut payer l'impôt, l'impôt révolutionnaire, etc. Donc, ils font une ponction sur les populations locales. Mais aussi, il y a racket. Il y a aussi le racket des commerçants, des gens qui ont de l'argent. Ils font du racket. Sur le plan international, ils peuvent effectivement recevoir
de l'argent. Il faut vérifier. Moi, je n'ai pas une information très précise et très confirmée là-dessus, mais je me demande s'ils ne reçoivent pas des financements des Émirats. Certainement. Et pour la piraterie, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, déjà, effectivement, il y a une distinction dans la question, c'était qu'on peut qualifier d'acte terroriste. L'acte terroriste, en fait, le terrorisme, comme je disais, c'est un outil. C'est un outil, une volonté d'imposer une idéologie. Dans la piraterie, il y a les deux. Il va y avoir l'idéologie d'Al-Shabaab et on va avoir aussi les outils qui vont venir piller les ressources, donc qui vont appauvrir la population. On va être beaucoup moins dans une communauté internationale qui est interpellée pour cause d'insuffisance des fonds marins et de pollution, mais plus sur la précarité. Or, comme vous le savez, on est dans le réalisme encore une fois, et les États vont dans les plus grands intérêts nationaux qu'ils ont, quand bien même on est dans le multilatéralisme. Là, actuellement, on n'est pas sur une porte ouverte en fait aux médias portés sur la Somalie. On commence à peine à regarder la République démocratique du Congo et le conflit du Soudan surtout. La Somalie, en toute honnêteté, euh, sans nous jeter des fleurs avec Tahar et Forum Réfugiés, si on ne fait pas cette conférence, vous aurez très peu d'informations actuelles par rapport à la Somalie aux infos. C'est pour ça, d'ailleurs, on a très très peu de chiffres, on l'a vu, mais la Somalie, l'Érythrée, etc., et l'Éthiopie, on aura très très peu de chiffres, et la communauté internationale se focalisera plus sur le golfe de Guinée, qui ici, pour le coup, a énormément de piraterie reconnue, puisqu'il y avait Barkhane, etc., et qui, pour le coup, on a aussi la Chine qui vient piller les fonds marins. Alors, piller, pardon, je suis très objective, mais qui vient en tout cas surexploiter, surconsommer la pêche, plutôt que le golfe d'Aden, où là, pour le coup, voilà. Hmm. Je Mais il faut dire complète. aussi, il faut Pardon. dire aussi, juste des mots, il faut dire aussi à partir de 79, notamment avec le succès, enfin la victoire de Khomeini, il y a eu une espèce de compétition entre islam chiite et islam sunnite, d'où le financement. L'Iran soutient les poches chiites un peu partout dans l'espace, en terre d'islam, et les sunnites, enfin l'Arabie saoudite et tous les pays du Golfe, à travers notamment des fondations. Les fondations ont beaucoup financé la propagation de l'islamisme, pas seulement en Europe, en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Donc là aussi, il faut vraiment des enquêtes policières. Enfin, nous, on n'est pas outillés pour faire ce type d'enquête, mais il y a une multitude de fondations pour ne pas directement rendre responsables les États. On a monté des fondations, c'est à travers ces fondations que l'argent est distribué. Hmm. Et justement, on parle un peu d'économie. Enfin, vous parliez tout à l'heure d'économie. Une personne nous demande comment s'opère concrètement le recrutement d'Al-Shabaab. Est-ce que justement le fait que l'économie, enfin la pauvreté de la population et le fort taux de chômage dans le pays contribuent à ce recrutement? Est-ce que vous avez des éléments sur ce recrutement? Oui, alors de ce que j'avais trouvé, alors, mais il y a des années de quand j'enseignais, et ça m'a fait un petit peu rire malheureusement, il y a un formulaire d'inscription pour être chez Chabab. Et le côté religieux apparaît qu'en troisième ou quatrième position. On est d'abord sur de l'anti-occidentalisme, mais plus par colère de la précarité et de l'anti-gouvernementalisme, et la précarité, effectivement. J'avais des étudiants qui grinçaient un peu des dents quand j'expliquais que la précarité pouvait entraîner l'enrôlement, bon gré mal gré, du terrorisme. On n'est pas sur la même précarité selon les États. La précarité en France n'a rien à voir avec la précarité somalienne pour le coup. Dès lors, oui, quand il y a des groupes terroristes qui passent et qui leur promettent, euh, il y a la violence du groupe terroriste et il y a aussi les promesses que le groupe terroriste apporte. Le groupe terroriste n'agit pas toujours par violence, quand bien même ils connaissent les drapeaux, hein, la population connaît le drapeau. Et malheureusement, dans certains coins du monde, il y a même eu des suicides et des meurtres de ses propres enfants pour éviter que Al-Qaïda, l'État islamique, récupère ses enfants et ses familles. Donc, on en est, voilà, à cette peur. Néanmoins, dans certains villages, il y a une autre stratégie. Ils arrivent en disant, on vous propose un emploi. Bien sûr, bon, bah, s'ils refusent, ils sont enrôlés de force ou tués. Donc, le choix ne s'opère pas vraiment. Mais il y a bien de l'enrôlement qui, parfois, est volontaire, notamment de par la jeunesse. Hmm. Très bien, merci. Je vous pose, je pense, peut-être la dernière question sur Al-Shabaab, après on en a d'autres. Comment se passe la cohabitation entre la milice Al-Shabaab et l'État dans les zones où ils se côtoient, pardon, notamment au bas Chabel? Quelle autorité prévaut? Est-ce que l'État se mêle de conflits sur lesquels Al-Shabaab s'est prononcé? Alors, en géopolitique, on distingue deux choses. Les guerres régulières, qui sont entre deux armées reconnues, et les guerres irrégulières, qui vont aborder
un acteur qui n'a pas d'armée reconnue. C'est le cas avec El-Shabaab. Donc, la Somalie est souveraine sur son territoire. S'il y a un groupe terroriste qui vient prendre possession du territoire, il y a donc problématique et confrontation. Par contre, la question, elle est intéressante parce que ça, c'est en théorie. En pratique, je vous ai montré la carte, il y a du terrorisme qui est implanté et on a c'est pas juste des attaques, on a une souveraineté qui est récupérée par El-Shabaab. Donc, l'autorité qui prévaut, c'est le gouvernement somalien. Dans la pratique, si sur la carte vous voyez qu'il y a El-Shabaab, c'est que le gouvernement somalien n'a pas réussi à faire prévaloir sa supériorité souveraine. Donc, est-ce que la question porte à savoir si il y a un abandon du gouvernement? Je ne dirais pas assurément, tout du moins que la Somalie a tellement d'enjeux à gérer en même temps que les territoires qui sont déjà pris par les terroristes sont très durs à récupérer parce qu'ils essayent déjà de maintenir à flot les territoires qui n'ont pas été encore récupérés par El-Shabaab. Ah, on n'entend plus, vous avez enlevé votre micro, pardon. Ouais, cette fois, c'est moi qui ai oublié le micro. On a une question qui revient du coup sur les élections. On a parlé des élections présidentielles qui étaient donc en 2024 et donc les prochaines élections législatives de 2026. Est-ce que vous avez des éléments sur comment vont pouvoir avoir lieu ces élections, les conditions, pardon? Est-ce qu'il y a de la corruption? Alors, au niveau chiffre de la corruption, c'est toujours très très dur tant que c'est pas passé. Par contre, le fait que pour cette fois-ci, il y ait des élections qui soient en mode direct et puis indirect, montre que déjà le peuple compte un peu plus. C'est là qu'il risque d'y avoir de la corruption. On va essayer peut-être de soudoyer le peuple, notamment au niveau clanique. Pourquoi? Parce que aux élections législatives, le but est qu'il y ait moins de ces 22% par clan, 4,5 clans. On essaye de ne plus avoir 22% par clan au sein des élections législatives. On essaye vraiment de rendre ça plus hétérogène, en fait, que tous les peuples soient un peu mis en avant. Donc oui, il y a des risques de corruption parce que ce sont les premières qui vont être directes. Mais cette corruption, elle viendrait dans ce cas-là peut-être des clans. Elle viendrait peut-être des clans. Et tout ça va se faire dans une grosse instabilité sécuritaire. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des attentats sur les points de rassemblement de la population ou qu'il y ait des manifestations avant ou post-élection et qu'il y ait des attentats à ce moment-là. Hmm. Et que dire du coup des élections de 2024, des élections présidentielles, par rapport justement à la corruption, par rapport à la légitimité de ces élections, etc. Vu que c'était indirect, c'est un peu plus complexe à palper parce qu'on n'est pas sur, voilà, on est sur des grands électeurs, etc. Donc là-dessus, je ne m'avancerai pas parce qu'on n'est pas sur du direct. Néanmoins, il faut savoir que comme tout peuple et comme tout gouvernement, la Somalie, elle agit par son contexte et elle fait en fonction de ce qu'elle a. Et vu qu'on est déjà sur l'instabilité, eh ben, qui gagne? C'est ceux qui proposent le programme avec la plus grande sécurité, en fait, les plus grandes promesses de sécurité économique mais aussi en termes de territoire et de souveraineté face à Al-Shabaab. Hmm. D'accord, très bien. Alors, je vous pose deux questions qui sont sur une toute autre thématique. Une personne qui nous dit accompagner des femmes, je ne sais pas si je vais le bien prononcer, Madiban, Oui, Maliban, ouais. exilées ici en France, et donc qui demande s'il y a des particularités, des éléments importants à connaître concernant l'histoire, la géopolitique ou la situation de ce groupe social en Somalie, parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais, alors si j'en ai pas parlé effectivement, c'est parce que justement, vous l'avez bien mentionné sur un groupe social, je vais les mettre dans la catégorie des minorités, pas sur un clan majoritaire. Dès lors, je les mettrai pas au même titre que les Bantous, attention. Néanmoins, ils font partie des minorités qui sont énormément discriminées. C'est un groupe social qui est sur voilà, du travail beaucoup plus modeste, beaucoup plus précaire. Si je peux comparer, on est sur des castes j'aime pas dire inférieur, mais c'est comme ça qu'il les mentionne en Inde. On est sur les castes très modestes. On n'est pas sur du Dalit en Inde, on est au-dessus, petits commerçants, etc. C'est un groupe social qui va vraiment être écrasé par les clans majoritaires. On ne va pas du tout les aborder vraiment dans les législations, on ne va pas les prendre en compte, tout simplement. Donc oui, ce que vous pouvez prendre en compte, c'est vraiment ce questionnement de traumatisme par rapport à la mise à l'écart et la solitude, en fait, que peut ressentir un groupe social qui est mis de côté. Hmm.
Est-ce que vous savez si du coup leur histoire est, ils ont une histoire ou une Oui, ils ont une histoire. Alors, je ne me suis pas étendue particulière? dessus parce qu'on a différents sultanats, etc. J'ai parlé plus des Bantous. Je vais moins m'y connaître au niveau histoire précise. Je suis vraiment plus sur l'actualité, la géopolitique. Mais voilà ce que je peux dire. Au Hmm. niveau de l'histoire, à connaître, oui, bah, c'est cet exil, cette fameuse mise de côté, mise à l'écart. Ce sont des peuples, des populations qui n'ont jamais vraiment eu leur mot à dire, qui ont été gouvernés par des clans beaucoup plus importants. Voilà ce que je peux dire. Oui, très bien. Alors, on a une question sur les mariages entre différents clans et notamment une personne qui témoigne que des hommes somaliens ont été contraints de quitter leur pays pour avoir épousé une femme d'un autre clan. Est-ce que du coup, les mariages interclaniques sont perçus comme une transgression au sein de la société somalienne qui est du coup très normée par la notion de clan? Oui. Alors bon, dans les grandes villes, forcément, ça se fait un petit peu moins, hein. C'est comme pour tout, l'excision, etc. Vous pouvez avoir des mariages interclaniques. Dans les grandes villes, ça sera. Alors, il y a toujours la question de la pression sociale, ça c'est sûr, mais elle sera beaucoup moins perçue que notamment dans le Nord. Dans le Nord, où on a les clans qui vont prendre beaucoup plus dessus que la souveraineté somalienne du gouvernement central. Faut savoir que la femme, quand elle épouse un homme, elle va rejoindre son clan. Si elle est issue d'un ancien mariage et d'un ancien clan, ses enfants seront certainement répudiés. Euh, et elle, bon, elle sera très mal vue et elle devra s'adapter très très rapidement. Si un homme prend une femme d'un autre clan, lui aussi, il sera certainement mal vu. Très certainement, assurément mal vu. Par contre, c'est pas au niveau gouvernemental, c'est vraiment une pression sociale au même titre que l'excision, le mariage forcé, etc. Donc oui, il y a des problématiques et on évite. On évite, surtout dans le Nord, on évite de se marier entre les clans. Oui, donc peu de mariages interclaniques alors, en tout cas, qui sont pas, Il y en a, mais ils sont cachés. voilà, qui sont Voilà. pas revendiqués. Voilà, je vous pose une autre question, on a encore un petit peu de temps, sur les relations internationales. Euh, alors, une personne qui nous dit dans quelle mesure l'exil massif des Somaliens façonne-t-il la politique étrangère de la Somalie et redéfinit-il ses relations avec les pays d'accueil et les puissances étrangères? Au vu de ce que l'on a vu, Hector, au niveau de la migration, qui n'est pas super forte par rapport au nombre de pays qu'on a pu voir, 17e à un moment, on l'a vu, je vous ai dit qu'on était à 6,6% dans les dernières demandes, loin derrière l'Afghanistan à 15,4%, ou même, je vous ai dit, la Syrie avec les crises syriennes successives. Donc, je vais pas- honnêtement, ce n'est pas la migration qui va refaçonner et restructurer la politique étrangère somalienne. C'est vraiment, encore une fois, cette question de sûreté et de sécurité. C'est parce qu'il y a du terrorisme et qu'il y a de la migration terroriste d'une frontière à l'autre que la Somalie va avoir une politique étrangère beaucoup plus sensible avec l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda. C'est parce que la Somalie n'arrive pas à gérer les Tchabab qu'il y a eu deux attaques en 2024 au Kenya. C'est ça, en fait, qui va restructurer la politique étrangère. La migration, beaucoup moins. Alors, bien sûr, la Somalie, elle le voit, hein, et puis les autres pays le voient bien. Ce qui pourrait être sensible, c'est le fait qu'il y ait une petite migration qui provient de Somalie, dans Somaliland, ou même Kenya, Ouganda et Éthiopie, et que, il existe une pression démographique et migratoire à ce moment-là. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur la migration terroriste plutôt qui, elle, va refaçonner cette politique étrangère. Hmm. D'accord. Tu vas ajouter quelque chose, Tard, Et peut-être? concernant, j'ai oublié simplement de dire, mais je crois qu'on l'a évoqué, concernant les recrutements, comment on enrôle. Alors, il faut distinguer entre le travail qui est fait par les islamistes en Occident et en Afrique. Alors, en Afrique, il se fait au nom de la fraternité en islam, sur deux axes. On travaille, puisqu'on est des musulmans, etc. Et on essaie d'enrôler à partir de là. Simplement, et dans le même temps, on fait un travail de sape à l'endroit de l'islam soufi local. C'est-à-dire il faut d'abord dénigrer cet islam, mais le vrai islam, c'est celui qui vient de la péninsule arabique. Et c'est l'islam salafiste. Concernant l'Occident, c'est une autre démarche. L'Occident, l'islamisme à partir des années 28, avec le grand livre de Al-Moudoudi, paru en 1927, et puis la Confrérie des Frères musulmans en 1928, l'islamisme est né comme une utopie anti-occidentale.
et elle est demeurée, et il est demeuré. Cette utopie anti-occidentale, elle est travaillée jusqu'à présent. Donc, c'est deux approches distinctes. On enrôle les jeunes en Afrique à partir de la fraternité en islam, nous sommes tous des frères. Puis ensuite, l'islam que vous pratiquez, c'est du urf en arabe, c'est-à-dire c'est votre tradition, ce n'est pas le vrai islam. Ce que vous faites là, vos croyances, ce n'est pas du vrai islam, c'est du urf, c'est la tradition locale. Donc il faut vous débarrasser et vous rentrez dans le vrai islam. Concernant l'Occident, c'est depuis Hassan Benna, c'est la haine de l'Occident. C'est une utopie anti-occidentale qui perdure. C'est tout ce que je voulais rajouter. Très bien, merci. On va pouvoir prendre, je pense, juste une dernière question qui porte sur l'instruction, la jeunesse, l'éducation. En l'occurrence, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le niveau d'instruction de la jeunesse? L'école est-elle obligatoire et quelle est la place des écoles coraniques? Euh, Comme c'est très décentralisé, l'uniformisation de l'école est très complexe. Il est impossible de vérifier l'instruction, on va dire. Il y a aussi la difficulté avec le recensement qui se crée. Ça, on le voit notamment en Afrique subsaharienne. Complexe du coup. Néanmoins, vu qu'on est sur une grosse portée de l'agriculture et des ressources halieutiques, euh, la plupart des jeunes en fait n'iront pas plus loin ou alors devront s'exporter, on va dire, Éthiopie, peut-être Moyen-Orient, etc., pour les grandes études, on va dire. Par contre, les écoles coraniques, à la différence, c'est qu'elles sont beaucoup plus présentes Mhm. et moins chères. Parce que justement, le but, c'est qu'il y ait une instruction religieuse, non pas Oui. forcément une instruction laïque. Donc, elles vont forcément, logiquement, être moins chères que les écoles dites laïques, qui sont beaucoup moins. Donc, même si, effectivement, avec ce réformisme, on a de plus en plus d'écoles beaucoup plus solides, beaucoup plus engagées, etc. Et l'enseignement coranique est-il Mhm. obligatoire à l'école même laïque, entre guillemets? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'école laïque en Somalie? Alors, on ne peut pas parler d'école laïque, effectivement, parce qu'on est dans une constitution qui fait prévaloir la religion. Donc oui, il y aura des matières religieuses. Néanmoins, certaines écoles vont plutôt se baser sur des choses plus laïques, hein, des idées. L'histoire sans baser forcément pour la religion, quelque chose de plus, voilà, éducation morale et civique, les matières, ne serait-ce que littéraires, la langue, les mathématiques, etc. Donc il y a des écoles qui vont beaucoup plus s'accentuer sur ça pour des questions de compétences et de connaissances pour la restructuration du pays. Mais oui, oui, il faut, enfin, en Somalie, il faut continuer, selon le gouvernement, euh, à faire étudier la religion, quand bien même on est une toute petite minorité de chrétiens qui ne sont pas du tout pris en charge par la Constitution. Très bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. On va donc mettre fin à cette conférence. On vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Merci à toi. Merci à Andrea Merci et à à toi. Tar d'y avoir participé et nous avoir un petit peu éclairé, je l'espère, sur toutes les questions concernant à la fois le pays et les motifs d'exil et la protection en France. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Forum Réfugiés pour être informé des prochaines conférences. Et je vous annonce du coup, j'en profite pour vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le 16 décembre et qui portera cette fois sur le Pakistan. Voilà tout. Et donc, dans les questions-réponses, il y avait des personnes qui nous demandaient si on pouvait repartager donc les ressources qu'on vous avait mis dans le chat. On vous les renverra par mail donc à toutes les personnes qui étaient inscrites à la conférence, de même que les propositions de formation du service pour que vous puissiez en profiter et le partager autour de vous. Voilà, je vous remercie Merci. à Ok, tous, je vous remercie merci, tous les Sophie. deux et Merci. à bientôt. À bientôt et Au merci. plaisir. Au revoir, Merci, Tard Amélia. aussi. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.